Euron, notre maître de cérémonie, se tient face à son père. Le marquis Wellington pense que seuls les Oroblades peuvent briser les écailles d'un borax, alors Euron fait un pari simple. Si un poignard abat la bête, Wellington doit l'entraîner. Sinon, Euron suit la volonté de son père. Après avoir élevé ses ardivins à la 3e étoile, le lendemain, il affronte le borak invoqué, une créature qu'il a autrefois écrite pour lui donner vie. La créature a commencé à l'attaquer sans relâche, mais il les a esquivés facilement. Après s'être éloigné de la créature, un point clair apparaît dans son champ de vision, marquant un point faible près d'une articulation sans écaille. Il le teste avec un lancer net. Le borax tombe avec un seul poignard. Le choc se transforme en applaudissements. Le magicien confirme le résultat. Mais avant qu'il ne devienne ainsi, revenons au début. 6 mois auparavant, notre protagoniste avait ouvert les yeux et s'était retrouvé dans une pièce étrange. Il est sur un lit king size dans une pièce luxueuse. Il a soudainement entendu quelqu'un l'appeler jeune maître. Il lève les yeux et voit une belle femme chevalier debout devant lui. Il complimente encore sa beauté quand il réalise que les vêtements qu'elle porte ont l'air étranges. Le chevalier lui demande s'il se sent bien, et avant qu'il ne puisse répondre, elle mentionne qu'elle va appeler le prêtre. Alors qu'elle se tourne pour partir, Irène la rappelle, lui disant qu'il aimerait lui demander quelque chose. Cependant, le chevalier l'ignore et sort de la pièce. Après son départ, Irène sort du lit et se dirige vers le miroir. C'est là qu'il est frappé par la plus grande surprise. Il hurle d'agonie quand il réalise qu'il est un gros type laid avec un visage à frapper. Urine commence à tout remettre en question, se demandant où son beau corps d'âge moyen a disparu. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est transformé en un sale gosse laid et potelé. Il commence à paniquer, se demandant s'il est dans un rêve ou quelque chose du genre. Il pense à se rendormir pour se réveiller avec son corps d'origine quand le prêtre entre dans la pièce. Le prêtre est accompagné du chef de la maison et de la femme chevalier. Le chef de la maison a l'air absolument terrifiant alors qu'il fixe Urine. Le prêtre tient la main d'Urine pour vérifier son pouls. Pendant que le prêtre fait cela, le chef de la maison traite Urine de honte totale, se demandant pourquoi il a finalement décidé de se réveiller. Urine est paralysé de peur alors qu'il se demande qui est cet homme effrayant. Le prêtre exhorte le chef de la maison à se calmer puisqu'Urine vient de se réveiller, et il pourra le punir plus tard. Le prêtre vérifie le corps d'Urine et révèle sa surprise qu'il ne soit pas gravement blessé. En fait, son esprit est stable et toutes ses blessures ont disparu. Le prêtre dit que c'est un soulagement, mais le chef de la maison s'oppose à lui, disant qu'il vaut mieux qu'Urine soit mort. Les choses s'aggravent alors que l'homme crie sur Urine, lui disant qu'il a battu sa fiancée. Urine est vraiment confus à propos de tout ce qui se passe, et le vieil homme continue de le harceler, disant qu'Urine a 19 ans et qu'il n'a toujours pas grandi. Le chef de la maison crie à nouveau, disant à Urine qu'il est inutile puisque son frère a pu éveiller son aura. Urine, d'un autre côté, grossit de jour en jour. À la mention du mot aura, quelque chose se déclenche dans la tête d'Urine. L'homme dit alors à Urine de s'excuser auprès d'elle quand il se rétablira. Urine est confus par ce que l'homme entend par elle. Cela lui vaut une autre série de reproches alors que l'homme lui rappelle qu'il parle de sa fiancée, Ilia. L'homme fait savoir à Urine qu'il est foutu si sa fiancée ne lui pardonne pas. Urine est obligé de redemander pour savoir s'il a bien entendu. L'homme répète le nom d'Ilia, et il lui dit d'arrêter de déshonorer la famille Rock plus longtemps. L'homme termine ensuite sa déclaration en l'appelant par son nom, Urine. À ce stade, Urine confirme sa peur, réalisant qu'il est Urine Rock. Puisqu'il est Urine Rock, il en conclut que l'homme est le marquis Wellington Rock. L'homme entend cela, et il se met en colère. Il se retourne immédiatement pour gifler Urine au visage, lui demandant pourquoi il a autant d'audace d'appeler son propre père par son nom. Urine tombe au sol, et avant que Wellington ne puisse le frapper davantage, le prêtre et la garde féminine le retiennent. Urine reste sur le sol alors qu'il recommence à repenser toutes les décisions de sa vie. Il n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Il s'évanouit et s'attend à se réveiller dans la réalité. Quand il se réveille, il est choqué de voir qu'il est toujours dans la même pièce, et la femme chevalier est là avec lui. Il se demande pourquoi il ne se réveille pas du rêve, et la garde féminine s'approche de lui en lui posant une question stupide sur le fait de savoir s'il est réveillé. Euron décide de confirmer pleinement s'il a raison avec sa déduction. Il appelle la garde féminine Aron, et comme il le craignait, la dame répond à ce nom. Il confirme ensuite auprès d'Aron que la raison pour laquelle il était alité et qu'il a poursuivi Ilia et s'est fait tabasser au point de s'évanouir. Aron révèle que Urine a attaqué sa fiancée dans la pièce, mais elle a inversé la situation et a tabassé Urine avant qu'il ne s'évanouisse finalement. Urine se prend la tête d'horreur comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de fou. Eren est confus quant à ce qui ne va pas avec le mec, mais Urine sait qu'il est tellement baisé. Urine finit par se calmer, et il en vient à la dure constatation qu'il a en quelque sorte fini à l'intérieur du roman web qu'il a écrit. Cependant, le pire est qu'il n'est pas entré dans le roman web en tant que protagoniste. Il a fini par entrer dans l'histoire en tant que méchant poubelle qui se bat avec le héros et finit par mourir horriblement. Irène recommence à paniquer, laissant Eren lui demander ce qui ne va pas avec lui. Irène hurle, disant qu'il s'est en quelque sorte retrouvé dans une histoire de poubelle qui n'est même pas un webtoon. Le Irène Rock qu'il a possédé est un déchet qui n'a aucun talent, aucune compétence, et il ne s'entraîne jamais. Il n'est qu'un méchant stupide qui profite du nom de sa famille en tant qu'héritier,
mais il perd ensuite sa fiancée au profit du protagoniste. Enragé, il a attaqué le protagoniste, mais cela s'est avéré être une erreur sur son chemin parce que le protagoniste l'a défoncé avant de le tuer dans une ruelle sale. Maintenant qu'il s'est retrouvé dans le corps d'une personne poubelle, notre gars se demande comment il est censé survivre. Puisqu'il s'agit d'un monde fantastique, il est toujours confus quant aux capacités dont Yurin dispose. Cependant, il connaît les chances et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés. Yurin en vient à la conclusion que sa seule chance est de se préparer rapidement. Il essaie de sortir du lit, mais son corps est trop lourd à cause de la graisse, et il s'écrase au sol. Aaron court rapidement pour s'assurer qu'il va bien. Elle lui demande s'il va bien, mais avec de la frustration sur son visage, il dit à Aaron qu'il est loin d'aller bien. Juste à ce moment-là, Aaron réalise qu'il peut enfin voir l'écran de statut. Grâce à ça, il peut voir les stats d'Eren. Le trait d'Eren est l'épée rapide de niveau 2, un esprit clair, une aura de niveau, une adaptation de niveau, et son niveau d'affection envers Euron est à 0. Yurin est content d'avoir pu invoquer la fenêtre de statut, et il dit à Eren qu'elle est libre de partir car il se sent beaucoup mieux. Eren se conforme à ses instructions et commence à partir. Alors qu'elle s'éloigne, Yurin se concentre sur ses stats. Il n'est pas surpris car Eren est conçue pour être plus forte que la plupart des chevaliers ordinaires, mais il est surpris que son niveau d'affection soit à 0. Yurin est particulièrement inquiet qu'il y ait une option d'affection sur la fenêtre de statut. Yurin se demande si cette option est là parce qu'il a surtout joué à des jeux de simulation de rencontres dans le passé. Il n'arrive pas à croire que la construction du monde dans lequel il s'est retrouvé est totalement nulle. Il repense ensuite à l'option d'affection, se demandant si c'est la raison pour laquelle Aaron agit si étrangement. Cependant, il met ça de côté et décide de vérifier à nouveau le miroir. Il est tellement énervé par le corps de merde qu'il a. Juste à ce moment-là, la fenêtre de statut s'ouvre pour qu'il puisse voir ses stats. Il est excité de vérifier ses stats, mais l'excitation tombe vite à l'eau quand il voit les stats pourris qu'il a. Pour sa condition spéciale, le système lui fait savoir qu'il souffre d'obésité morbide, ce qui est assez évident de toute façon. Pour son trait, il a l'œil du créateur, mais il est toujours au niveau 1. Il est également béni avec les 4 arts célestes du venin, mais cette section est toujours verrouillée. Cependant, son taux de synchronisation est de 99,9%. Euron se rend compte que seule une de ses capacités se démarque, et ce sont les 4 arts célestes du venin. Soudain, il lui vient à l'esprit que les arts du venin ont été adaptés du webtoon Wuxia qu'il aimait. C'est un webtoon qui a une héroïne attirante. De plus, le poison et l'art martial des armes cachées sont les 4 arts célestes du venin. À ce stade, Euron se rend compte que ce monde est un mélange de tout ce qu'il connaissait auparavant. Juste à ce moment-là, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait avoir une chance s'il apprenait réellement les 4 arts célestes du venin. Yurin sourit en croyant qu'il a trouvé un ticket pour sa survie. Apparemment, il y a une secte prestigieuse de la province du Sichuan, et ils apparaissent dans les romans chinois de Wuxia. C'est un clan spécialisé dans les poisons et les assassinats silencieux avec des armes cachées imprégnées de toxines. Yurin se demande pourquoi le clan Tang du Sichuan est dans ce monde puisque le monde est censé être un monde de fantaisie médiévale. Plus tard, Wellington apprend d'Eren que Yurin s'est remis sur pied. Il lui demande comment Yurin se sent, et elle révèle qu'il ne semble pas encore aller bien puisqu'il a trébuché lorsqu'il a essayé de se lever. Aaron dit que le corps de Yurin est toujours en mauvais état. Wellington ajoute également que le prêtre a dit que ses blessures sont guéries, ce qu'il trouve assez étrange. Wellington demande à Aaron si elle pense qu'il y a quelque chose d'étrange dans le comportement de Yurin puisqu'il est généralement têtu, mais il a facilement accepté de s'excuser auprès d'Ilia quand il l'a suggéré plus tôt. Wellington ne veut pas croire que Yurin a eu un changement de personnalité soudain. Wellington est confiant que le lendemain, Yurin sera redevenu lui-même, celui qui cause toujours des problèmes. Cependant, Aaron pense le contraire. Elle a foi dans le fait que Yurin finira par changer un jour. Wellington est choqué d'entendre ça de la part d'Aaron. Il est surpris qu'Aaron ait encore un peu de foi en Yurin alors que lui, qui est son père, a déjà renoncé à lui. Wellington dit à Eren qu'elle fonde essentiellement son espoir sur quelque chose qui pourrait ne jamais se réaliser. Wellington commence à regretter de ne pas avoir permis à Eren de simplement vivre sa vie de chevalier au lieu de l'assigner à Yurin. Même avec tout ce que Wellington dit, Eren croit toujours dans son cœur que Yurin est différent. Elle ne peut pas expliquer le sentiment, mais elle le sait juste. Le lendemain, Eren est choquée quand elle entend Yurin demander la salle d'entraînement parce qu'il aimerait exercer son corps. Eren n'en croit pas ses oreilles alors que Yurin exige qu'elle le conduise à la salle d'entraînement. Yurin remarque la réaction d'Eren, et il lui demande s'il y a un problème avec ça. Yurin a déjà compris que l'œil du créateur lui permet de voir les stats. Mais quant au clan Tang du Sichuan, il ne sait toujours pas comment le débloquer. Yurin suppose que son obésité pourrait l'empêcher de le faire. À cause de ça, il veut exercer son corps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de contourner le problème. Alors que lui et Aaron traversent le manoir, Yurin est impressionné par la taille du jardin, et il le compare à plusieurs stades combinés. Après avoir marché pendant quelques minutes, Yurin sent déjà la chaleur. Il pense à s'entraîner dans sa chambre, mais il sait qu'il abandonnera toujours et dormira simplement puisqu'il y a un lit qui le fixera au visage. Yurin est assez sage pour savoir qu'il ne peut pas s'entraîner dans sa chambre. Il passe devant un groupe de travailleurs et de femmes de chambre. Grâce à l'œil du créateur,
il est capable de voir ce qu'il pense de lui. Chaque serviteur qu'il a croisé le déteste ou le hait extrêmement. Yurin n'en veut à aucun d'eux pour ça puisque Yurin était un crétin qui a dénigré tout le monde dans le manoir. Peu de temps après, ils arrivent à la 3e salle d'entraînement. Yurin est déjà à bout de souffle au moment où ils y arrivent. Aaron lui fait savoir que les chevaliers utilisent la 2e et la 1re salle d'entraînement, c'est pourquoi la 3e salle d'entraînement est libre. En entrant dans la salle d'entraînement, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui suit une séance d'entraînement là-bas. Il vérifie l'affinité du type et se rend compte qu'il est le pire qu'il ait rencontré jusqu'à présent. Le type ne se contente pas de le détester, mais il le hait et veut le tuer. Le type est rechalion, et au moment où il voit Yurin, il commence à marcher vers lui pour le saluer. Il fait le cool car Eren est là, mais au fond de lui, Yurin sait que le type a hâte de lui couper la tête. Reka demande à Yurin pourquoi il est venu au terrain d'entraînement, mais Yurin panique en appelant le nom du type. Reka sourit, disant à Yurin qu'il ne savait pas qu'il se souvenait encore de lui. Yurin ne se souvient pas vraiment de Reka, et il appelle Arin à part pour lui demander si quelque chose s'est passé entre lui et Reka. Arin est surprise que Yurin ne se souvienne pas de ce qu'il a fait. Apparemment, il y a quelques années, le père de Yurin l'a forcé à s'entraîner. Yurin était fou à cause de ça, et il a appelé Reka. Reka était encore stagiaire à l'époque. Yurin fait ses conneries de méchant habituelles et met une cicatrice sur le visage de Reka en riant comme un maniaque. Après que Yurin ait fait ça, son père a pratiquement renoncé à l'entraîner. Après avoir entendu ça, Yurin se rend compte que son ancien moi est vraiment un type de merde. Yurin n'est pas prêt à rester assis et à voir ce que Reka va lui faire. Il suggère qu'il s'enfuit de là. Il demande à Eren s'il y a une autre salle d'entraînement qu'il peut utiliser seul. Eren révèle qu'il y a une 4e salle, mais elle est très éloignée, et l'équipement est médiocre. Aaron dit que c'est surtout un champ vide, mais Yurin déclare que c'est exactement ce qu'il veut. Puisqu'il veut perdre du poids, il veut le faire correctement. Réalisant qu'elle ne peut pas le faire changer d'avis, elle n'a pas d'autre choix que de l'emmener au 4e hall d'entraînement. Ils arrivent au terrain d'entraînement, et Yurin est surpris quand il trouve des couteaux de lancer sur la table. Yurin se souvient que le clan Tang du Sichuan est spécialisé dans les couteaux de lancer et les petites armes. Il prend un des couteaux, espérant qu'il pourra faire quelque chose de bien avec. Yurin le prend habilement et utilise toute sa force pour lancer le couteau. Cependant, le couteau n'atteint pas la cible avant de tomber. Yurin est embarrassé par cela, et il se retourne pour regarder Erin, lui disant qu'il a juste lancé le couteau pour s'amuser et qu'il ne pensait rien de sérieux avec ça. Il réalise que la première chose sur laquelle il doit travailler est son endurance. Il décide que courir autour du terrain d'entraînement devrait aider avec ça. Erin se contente de rester là, à le regarder fixement pendant qu'il essaie de compenser le moment embarrassant dans lequel il s'est mis. Yurin commence à courir autour de la cour, disant à Erin qu'elle est libre de s'entraîner comme elle le souhaite. Cependant, Yurin manque de s'évanouir après quelques tours sur le terrain d'entraînement. Plus tard, son père apprend qu'il a commencé à s'entraîner, et cela le choque. Cependant, il ne pense pas que cela va durer aussi longtemps. Étonnamment, Yurin s'entraîne toujours après 3 semaines. Wellington n'arrive pas à croire que son fils n'ait pas manqué un jour d'entraînement depuis qu'il a commencé. En seulement 3 semaines d'entraînement constant, Yurin a perdu beaucoup de poids, et son apparence a tellement changé. Wellington est maintenant fier, et il commence enfin à s'adresser à Yurin comme son fils. Wellington réalise que sans la graisse corporelle, Yurin est plutôt beau. Wellington se demande si son fils a vraiment changé de comportement. Même Yurin se tient devant le miroir de sa chambre pour s'admirer. Il réalise qu'il a perdu beaucoup de poids, mais même avec ça, le trait du clan Tang du Sichuan refuse toujours de se débloquer. Il décide qu'il lui accordera un mois, et si cela ne se débloque pas d'ici là, il procédera à voler tout ce qui est destiné au protagoniste. Momentanément, Aaron entre dans la pièce avec la nourriture de Yurin. Le repas est essentiellement appelé soupe de chiron, mais contrairement à son nom, il est plutôt utile. C'est un plat nutritif d'endurance qui est excellent pour brûler les graisses et développer les muscles. Dans la famille Rox, il est naturel pour eux d'en manger après chaque séance d'entraînement. Aaron n'arrive pas à croire qu'il doit encore manger de la soupe chereillant. Aaron lui demande s'il en a déjà marre de la soupe, et il dit oui. Il mentionne qu'il mange de la soupe depuis 3 semaines d'affilée sans rien manger d'autre. Aaron le regarde droit dans le visage avec un regard sévère et effrayant. Elle lui demande ce qu'il veut vraiment. Elle veut savoir si c'est son désir de devenir chevalier ou juste de perdre du poids. Yurin déclare qu'il aimerait devenir chevalier, et Aaron lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de manger la soupe de chiron parce que même le chef de la maison en mange encore après avoir terminé l'entraînement. Aaron dit à Yurin d'arrêter de se plaindre et de simplement manger la soupe. Yurin n'a pas d'autre choix que d'accepter après la conférence d'Aaron. Aaron n'est peut-être pas à l'aise avec la soupe, mais il sait que cela l'a aidé au cours des 3 semaines. Yurin décide de continuer à manger la soupe jusqu'à ce qu'il en ait finalement marre. Il prend une cuillère de l'assiette, et juste au moment où il la mâche, il remarque quelque chose d'étrange. Il se rend compte que la soupe a un goût très différent des autres jours. Cependant, il continue à manger jusqu'à ce que la fenêtre d'état s'ouvre soudainement, indiquant à Yurin qu'il a ingéré du poison. Yurin est choqué de voir cela, mais cela s'avère être une bénédiction car cela satisfait la condition pour débloquer le clan Tang du Sichuan. Yurin lève les yeux et sourit car il sait que c'est le début de son grand voyage.
Wellington se tient à sa fenêtre comme d'habitude pour admirer son grand-fils. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, et l'homme leur ordonne d'entrer. Il s'avère que c'est sa seconde épouse, Kaina, et elle leur a apporté du thé. Elle a remarqué que son mari regardait quelque chose et lui a demandé ce qu'il regardait, et il a menti en disant qu'il regardait le magnifique jardin. Kaina profite alors de l'occasion pour se vanter, disant qu'elle a spécialement pris soin du jardin. Le marquis joue le jeu, disant à Kaina que ses compétences sont impressionnantes. Juste à ce moment-là, Kaina recourt à son instinct féminin alors qu'elle s'approche du marquis pour le serrer dans ses bras par derrière. Elle le serre dans ses bras, lui demandant quand il prévoit de choisir son fils, Colin, comme son héritier, comme il l'a mentionné précédemment. Kaina suggère que le marquis le fasse assez rapidement puisqu'il a déjà décidé. Le marquis la choque alors, lui disant que cela pourrait prendre plus de temps qu'il ne le pensait réellement. Kaina devient plus sérieuse, rappelant au marquis qu'il avait promis de nommer Colin son héritier dans le mois. Wellington admet qu'il a dit cela, mais dit à Kaina qu'elle a dû entendre parler du fait que Hurin est soudainement revenu à la raison. Puisque Hurin est le fils aîné, Wellington pense que Hurin peut s'avérer être un bon successeur. Kaina affiche un faux sourire, disant à son mari qu'elle a également entendu parler du changement soudain de Hurin. Elle dit qu'elle est heureuse que le garçon soit finalement revenu à la raison. Wellington se met à rire, disant à Kaina qu'il ne croit pas qu'il ait été rappelé à la raison par une raclée de sa femme. Kaina revient alors sur le sujet du successeur, lui demandant ce qu'il prévoit de faire à ce sujet. Wellington dit que Hurin ne s'entraîne que depuis 3 semaines, et il aimerait le regarder un peu plus longtemps avant de prendre sa décision. Cependant, il promet à Kaina qu'il remettra immédiatement le poste d'héritier à Colin si Hurin reprend ses anciennes habitudes. Après avoir entendu cela, Kaina se retourne pour partir, disant à son mari qu'elle l'attendra dans la chambre. Elle sort de la pièce et manque de mordre la poussière tellement elle est énervée, et elle jure de montrer à Hurin de quoi elle est capable. Maintenant dans le présent, il apparaît enfin à Hurin que la condition pour débloquer l'accès au tank du Sichuan est d'ingérer du poison, et il vient de le faire. Il fixe alors la fenêtre d'état pour savoir ce qui a été mis à l'intérieur de la soupe qui lui a été donnée. Apparemment, la soupe contient une herbe spéciale, et cela provoque une paralysie. C'est une herbe médicinale, mais elle contient un peu de toxines. L'herbe est inoffensive pour les adultes en petite quantité, mais une consommation constante de celle-ci entraîne une paralysie et tue plus tard la cible. Hurin fixe l'écran d'état quand Taron entre dans la pièce, lui demandant s'il n'est plus intéressé par la nourriture. Hurin s'excuse et commence à consommer la soupe à la hâte. Cependant, il reste avec la question de savoir qui aurait pu mettre le poison dans la nourriture. Il est assuré qu'il ne peut pas être tué avec du poison, mais il sait que quelque chose a changé dans l'histoire. Juste à ce moment-là, il lui apparaît que Colin n'a pas encore été nommé héritier, ce qui était quelque chose qui s'est passé à cette époque dans l'histoire. Il se demande si la nomination d'un héritier a été retardée parce qu'il a commencé à s'entraîner, et la personne qui a mis le poison dans la nourriture ne l'aime pas et vient très probablement du camp de Colin. Après avoir fini de manger, le système l'informe qu'un faible poison paralysant a été débloqué pour lui. Hurin se tourne vers Erin, lui disant qu'il a fini le repas, et c'est tellement bon que cela l'a fait pleurer. Il lui dit qu'il veut être seul, sans discussion. Erin s'excuse de quitter la pièce, exhortant Hurin à se reposer. Après le départ d'Erin, Irène se tient devant le miroir et exige que le clan Sichuan-Tang lui apparaisse. À ce moment-là, les stats de Irène apparaissent juste devant lui. Il a acquis quelques compétences, notamment un léger empoisonnement, mais son surpoids persiste. De plus, son taux de synchronisation est tombé à 97%. Urine se concentre ensuite davantage sur les traits, et il se rend compte qu'il y a un tas de traits qui sont encore verrouillés. Il ne peut toujours pas accéder aux techniques les plus puissantes car d'autres conditions doivent être remplies. Urine est époustouflé par le nombre de poisons qui sont à sa disposition, et le dernier niveau sur le panneau est le niveau 30. Pour atteindre le niveau 30, il doit déverrouiller les niveaux supérieurs. Cependant, il a besoin d'une technique interne pour déverrouiller la technique de base. Irène se rend compte que le clan Tang utilise en fait l'énergie interne pour manier le poison. Il vérifie ensuite la section des arts martiaux où il se rend compte qu'il peut choisir l'une des 4 techniques disponibles. Il y a les arts du poison noir, les arts de l'aiguille de tonnerre, 10 000 venins et l'énergie divine. Irène connaît immédiatement le bon choix pour lui car il est un grand fan de l'histoire du clan Tang. Les arts du poison noir se concentrent sur le poison, tandis que les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes cachées. Pour l'énergie divine des 10 000 venins, il faut plus de temps pour la maîtriser, mais elle permet aux manieurs d'atteindre la maîtrise du poison et des armes cachées. Sans hésiter, il choisit l'énergie divine des 10 000 venins. Au moment où il fait son choix, il sent une énergie étrange circuler dans son corps, et il se rend compte qu'il doit immédiatement faire circuler l'énergie. Il enlève sa chemise et commence à méditer. Et avec cela, il sent un flux étrange dans tout son corps. Il se rend compte que l'énergie qu'il ressent est le QI. Il commence à le guider à travers les méridiens appropriés afin de pouvoir le stocker dans le dantian pour développer sa force interne. Urine reste dans cette position toute la nuit sans s'en rendre compte. Même s'il n'a pas dormi, il ne se sent pas fatigué. Son corps a également changé sans qu'il s'en rende compte. Urine a été capable de concentrer le fromage de sorte qu'il le ressente maintenant partout.
Il peut même dire le nombre d'oiseaux à l'extérieur de sa fenêtre sans même se retourner pour les voir. Urine vérifie l'énergie divine de ses 10 000 venins et découvre qu'il est actuellement au niveau 1 étoile, ce qui lui accorde 10% de la puissance totale. Soudain, une aura familière approche de sa porte, et lorsque la personne ouvre, il s'avère que c'est Aaron. Aaron entre dans la pièce pour trouver de l'urine sur son lit, en train de méditer. Elle est surprise quand elle se rend compte que l'urine n'a pas dormi toute la nuit, lui disant que c'est assez dangereux. Elle suggère à Urin de se reposer pour la journée, mais Urin refuse, disant à Aaron qu'il va s'entraîner. Urin assure à Aaron qu'il se sent bien et qu'il est au top de sa forme, il doit donc s'entraîner. Aaron sort ensuite pour préparer le petit déjeuner, mais elle remarque que Urin se muscle. Quand il arrive au terrain d'entraînement, l'urine ramasse un des couteaux de lancer. Il se tient devant la cible, et à sa grande surprise, un réticule apparaît juste devant ses yeux, comme dans un jeu de tir à la première personne. Grâce à cela, il est capable de viser précisément la cible, et il lance le couteau de toutes ses forces pendant qu'Eren le regarde. Le couteau atteint la cible avec une précision ultime, choquant Eren. Ce faisant, Euron déverrouille les armes cachées du clan Tang. Eren ne peut pas se retenir et s'approche d'Euron en lui demandant ce qu'il vient de faire. Yaron fait l'idiot, disant à Aaron qu'il n'a pas non plus la moindre idée de ce qui s'est passé. Il pense que c'est le résultat de l'entraînement du mois dernier qui commence à se montrer. Aaron réfute cela car elle ne le croit pas. Yaron se rend compte que ce sera la première fois qu'il verra Aaron totalement déconcerté, et il suggère d'essayer de lancer le couteau une fois de plus. Yaron peut sentir l'énergie intérieure ardente jaillir de son corps lorsqu'il lance quelque chose. Grâce à cela, il prend une pose encore meilleure, et il lance le couteau plus vite et plus fort. Le couteau atteint la cible en plein milieu et la fissure, laissant Aaron totalement stupéfait. Aaron fixe Yorin droit au visage, soulignant le fait qu'il vient de briser le tableau cible. Yorin se contente de sourire, mais il sait que l'apparition du réticule dans ses yeux est essentiellement un code de triche pour lui. Apparemment, Eren aimait autrefois un jeu EPC appelé Attaque de bataille, et il est même arrivé premier au tournoi de café organisé pour le jeu. Eren crie sur Eren, lui demandant ce qu'il vient de faire. Eren ignore la question et demande à Eren si elle peut ressentir quelque chose de lui. Eren réfléchit avant de répondre, lui disant qu'il a perdu pas mal de poids depuis la veille. Quand elle mentionne l'aspect du poids, l'urine est choquée. Eren souligne ensuite que l'urine s'entraîne tous les jours et mange la soupe, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Cependant, il a l'air totalement différent du jour au lendemain. Urine est surprise d'entendre cela, mais surtout, il est soulagé qu'Aaron ne puisse pas sentir l'énergie intérieure circuler dans son corps. Cela lui dit essentiellement qu'il est le seul à pouvoir utiliser l'énergie intérieure dans ce monde, et personne d'autre ne peut la détecter. Grâce à cela, Eren est convaincu qu'il a acquis un pouvoir incroyable, et il décide de continuer à s'entraîner. Il ramasse les couteaux et commence à les lancer pour atteindre la cible avec précision. Erin est choquée de voir cela, et elle finit par intervenir, demandant à essayer de lancer les couteaux aussi. Elle ramasse un couteau, prend sa pose et le lance. Mais à sa grande surprise, le couteau rebondit sur la cible à la place. Urin rit, disant qu'il est heureux qu'il y ait quelque chose qu'Aaron ne peut pas faire. Urin jette ensuite un autre coup d'œil à la fenêtre d'état où il voit qu'il a déverrouillé la coupe droite. Cela lui permet de lancer plus vite et plus fort et pas seulement avec des objets de mémoire. Fondamentalement, il peut ramasser n'importe quoi et le lancer avec une précision ultime, tout comme il le fait avec les couteaux. Eren est surpris de voir cela, et il décide de l'essayer sans tarder. Erin est toujours occupée à se rabaisser quand l'urine la presse de s'écarter. Erin est choquée quand elle voit de l'urine tenir une épée en bois cassée. Urine se tient devant la cible, et il fait circuler de l'énergie dans son corps. Et en utilisant la compétence de coupe droite, il lance l'épée en bois endommagée. À la plus grande surprise d'Aaron, l'épée en bois brise la cible. Aaron crie d'horreur, et elle demande à Euron quel genre de pouvoir coule dans ses veines. Euron répond maladroitement que c'est le pouvoir de la pratique, mais Aaron n'est pas dupe et elle sait que c'est tout à fait impossible. Eren supplie ensuite Erin de lui rendre service. Il est conscient qu'elle rapporte chacun de ses mouvements à son père, mais il la supplie de ne pas en parler à son père pour le moment. Erin veut contester cela, mais Eren souligne le fait qu'il est en train de tester plusieurs choses, et il promet de tout lui expliquer plus tard. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle lui donne un peu de temps pour mettre les choses en ordre. Aaron n'a d'autre choix que d'accepter. Plus tard dans la journée, Eren suit l'un des ouvriers, Perrault. Grâce à son œil de créateur, il comprend que le type utilise du poison, mais son affinité envers lui est neutre. Urin comprend immédiatement que Perrault est la personne qu'il recherche, car il est le seul à pouvoir facilement glisser du poison dans sa nourriture sans que personne ne s'en rende compte. En utilisant la flèche flottant dans sa main, Urin est capable de cibler Perrault, et il le frappe avec un poison paralysant qui laisse une traînée verte. Perrault se fait toucher avant même de comprendre ce qui se passe. Il s'écrase au sol et s'évanouit tandis que Urin est fier de lui. Grâce à la fenêtre de statue, Urin peut voir que l'effet du poison paralysant durera 1 heure. Urin attrape le type inconscient et l'emmène dans un entrepôt tranquille. Quand le type se réveille enfin, il voit Urine debout devant lui, et il a l'air vraiment menaçant. Urine sourit diaboliquement, et Perrault sait déjà ce qu'il attend. Urine exhorte alors Perrault à répondre honnêtement à ses questions s'il veut vivre un autre jour. Il lui demande si c'est lui qui a mis du poison dans sa soupe.
Irène dit à Perrault de cligner une fois si la réponse est correcte, mais si elle est fausse, il devrait cligner 2 fois. Il lui demande à nouveau si c'est lui qui l'a empoisonné, et il a cligné une fois. Il continue ensuite en demandant si le poison était une herbe de Hagnan, et Perrault a cligné une fois de plus. Yurin est content que Perrault coopère avec lui, et il passe à la question suivante où il demande à Perrault si c'est Kaina qui lui a demandé de procéder à l'empoisonnement. Perrault a cligné 2 fois en disant que ce n'était pas Kaina. Yurin se met en colère, et il sort un couteau, disant à Perrault de réfléchir à nouveau car il vaudrait mieux qu'il ne lui mente pas. Yurin lui fait savoir qu'il a une façon de voir et de savoir les choses. Il lui assure qu'il va lui trancher la gorge s'il lui ment. Irène pose à nouveau la question, et étonnamment, Perrault maintient sa réponse, disant que l'ordre ne venait pas de Kaina. Irène comprend que Perrault ne ment pas, mais il se demande qui aurait pu lui ordonner d'être empoisonné. Urine décide de le découvrir plus tard, et il sort une pilule, disant à Perrault de l'avaler. Il lui fait savoir que c'est un poison paralysant, et il pousse la pilule dans sa bouche. Après que Perrault l'ait avalé, Urine lui fait savoir qu'il n'a plus qu'1 mois à vivre. Yurin assure à Perrault que tous ses organes internes vont fondre s'il ne prend pas l'antidote dans l'espace d'1 mois. Comme Perrault ne veut pas mourir, Yurin lui dit qu'il devra commencer à suivre ses ordres. Perrault tremble de peur, réalisant qu'il s'est mis dans une position compromettante. Yurin pose ensuite sa main sur la tête de Perrault et utilise son pouvoir pour libérer le poison paralysant. Avec cela, Perrault peut enfin bouger et parler. Yurin pose ensuite à nouveau la question, exigeant de savoir qui a ordonné à Perrault de l'empoisonner. Perrault révèle finalement la vérité, disant que c'était le capitaine de nuit Carox Livintin. Yurin est choqué d'entendre cela, et Perrault révèle que Carox prévoit de tuer Yurin par maladie dans l'année. Il s'avère que Carox est le frère aîné de Kaina, et il a obtenu le rôle de capitaine de chevalier. Grâce à son mariage avec le marquis, Yurin est soulagé de ne pas avoir totalement tort puisque Kerax est le frère de Kaina, ce qui en fait des complices. Yurin tend ensuite à Perrault un morceau de papier, et une liste de poisons est écrite sur le papier. Comme Perrault est très connaisseur en poisons, Yurin pense qu'il peut aider à les obtenir sur le marché noir. Yurin dit à Perrault de prendre l'argent dont il a besoin à Kerax et de rassembler tous les poisons de la liste. Yurin veut que Perrault lui apporte les poisons, et il lui ordonne de commencer par celui qu'il a déjà avec lui. Perrault est choqué, et il demande à Irène pourquoi il a besoin de poison. Mais Irène répond froidement, disant à Perrault qu'il ne lui a jamais donné la permission de poser des questions. Perrault s'excuse rapidement, et Irène lui dit qu'il est libre de partir. Avant de quitter la pièce, Yurin dit à Perrault qu'il veut une dose de poison dans sa nourriture à partir de ce moment-là. Perrault entend cela, le laissant dans un total état d'incrédulité. Quand Yurin arrive dans sa chambre, il commence à célébrer parce qu'il a réussi à faire croire à Perrault qu'il y a réellement du poison dans son système. Ce que Irène lui a donné, ce ne sont que des feuilles séchées qu'il a regroupées. Irène se rend alors compte qu'il est impératif qu'il apprenne les arts martiaux du clan Sichuantang. Apparemment, quelque chose de terrible va se produire très bientôt, et il doit être prêt. La nuit suivante, Perrault rend visite à Irène pour lui montrer les herbes vénéneuses qu'il a avec lui. Il les place sur une table, et Yurin les regarde attentivement. La première est l'herbe de Hagnan. La seconde est la yakrapka. La feuille parmi elles s'appelle la feuille de veine de bois. Perrault est choqué que Yurin connaisse tous les poisons comme si c'était rien. Inconnu de Perrault, Yurin peut voir leur nom via la fenêtre de statue. Yurin demande à Perrault pourquoi il a les autres poisons avec lui alors qu'il aurait pu facilement le tuer avec l'herbe de Hagnan seule. Perrault révèle que l'herbe de Hagnan prend beaucoup de temps, et une fois qu'une résistance est développée, elle dure en réalité plus longtemps. Cependant, mélanger du yakropka après le début des symptômes de l'herbe de Hagnan augmentera les effets. En gros, les poisons deviennent plus mortels lorsqu'ils sont combinés. Yurin demande alors à Perrault comment il a tout appris sur les poisons, et il révèle qu'il a été vendu à la famille Livintin quand il avait 8 ans, et il s'est entraîné sous un maître des poisons là-bas. Yurin lui demande s'il y a d'autres personnes comme Perrault et Livintaine. Il répond qu'ils étaient initialement 20 enfants, mais qu'ils sont tous morts, le laissant comme seul survivant. Yurin n'est pas surpris par cela car les enfants ayant une faible affinité pour le poison mourront lorsqu'ils seront exposés aux toxines, mais il remarque que Perrault déteste la famille Livintin. Il prévoit d'utiliser cela à son avantage. Après leur discussion, Yurin félicite Perrault pour son excellent travail, et il lui fait savoir qu'il est libre de partir pour la journée. Après le départ de Perrault, Yurin se met à la consommation des herbes vénéneuses. Alors qu'il les mange, il reçoit les notifications de l'écran de statut, mais il atteint bientôt sa limite, et le système l'exhorte à s'engager dans une méditation respiratoire. Urine fait comme le système le suggère, et il parvient à maîtriser la douleur tout en méditant. Le lendemain matin, Aaron entre dans la pièce et trouve Urine en état de méditation, mais son corps est maintenant profilé comme un bodybuildé parfait. Aaron est choqué par ce qu'elle regarde, mais d'un autre côté, Urine a réussi à améliorer l'énergie des 10 000 venins au stade 2. Il acquiert également un tas de techniques d'arts martiaux et de techniques de poison dans le processus. Erin est sur le point de commencer à parler du corps d'Uran quand elle perçoit quelque chose de pourri dans la pièce. Uran ne sait pas quoi dire à Erin puisqu'il connaît la raison de l'odeur désagréable. Apparemment, lorsque l'énergie intérieure de quelqu'un augmente et que son niveau d'arts martiaux augmente, le corps libère une grande quantité de déchets à la fois.
Comme la pièce pue et que l'odeur vient évidemment de lui, Urine propose d'ouvrir la fenêtre, mais Aaron lui crie de ne pas ouvrir la porte. Elle dit à Urin de se diriger plutôt vers la salle de bain. Après qu'il ait fini de se baigner, Urin et Eren sortent. Urin est satisfait de lui-même car il a pu acquérir une nouvelle compétence, le jeu de jambes Soryong. Il vient de la famille Tang, et c'est une technique parfaite pour les mouvements rapides, l'assassinat et l'évasion. Eren est heureux d'apprendre des compétences qui n'apparaissent que dans les romans wuxia. Eren est tellement content qu'il se laisse emporter pendant qu'il marche sur la route jusqu'à ce qu'Eren le ramène à la réalité. Eren lui demande pourquoi il marche comme un ivrogne tout d'un coup. Elle veut savoir si son corps ne se sent pas bien, mais Urin assure rapidement à Eren qu'il va bien. Avec ça, les deux continuent d'avancer, mais Urin ne peut s'empêcher de pratiquer son nouveau mouvement en marchant sur la route comme un ivrogne. Eren lui demande ensuite s'il va vraiment au premier terrain d'entraînement pour s'entraîner pour la journée. Eren rappelle à Euron qu'il y a un tas de chevaliers dans le terrain d'entraînement, mais Euron assure à Arin qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Euron affirme qu'il ne va là-bas que pour voir comment les autres chevaliers mènent leurs séances d'entraînement quotidiennes. Quelques instants plus tard, ils arrivent au terrain d'entraînement et, comme prévu, il y a des chevaliers qui pratiquent leurs compétences à l'épée tout en criant comme des maniaques. Ils sont choqués quand Eren et Eren entrent sur le terrain d'entraînement. Au début, ils ne reconnaissent pas le beau type qui est derrière Eren, car il a beaucoup changé. Ils finissent par comprendre que la personne qu'ils regardent est Eren, le fils du Seigneur. Ils n'arrivent pas à croire à quel point Urin a perdu du poids pendant l'entraînement. Les chevaliers pensent que Urin a utilisé une sorte de sorcellerie pour réduire son poids. Pendant qu'ils chuchotent, Urin peut clairement les entendre tous grâce à son énergie intérieure. Aaron pointe ensuite un type énorme devant eux. Elle fait savoir à Euron qu'il est un chevalier stagiaire, mais en raison de sa bonne forme, il deviendra bientôt un chevalier junior. Euron regarde de plus près et se rend vite compte que le type est crié. Il fait partie du personnage principal du roman, et il devient plus tard un allié du protagoniste. Euron ne connaissait pas la vie de Crier avant qu'il ne rencontre le héros. Euron est content que Crier soit dans le manoir, car cela pourrait s'avérer être une bonne chose pour lui plus tard. Cependant, il se concentre sur autre chose pour la journée. Tous les chevaliers du terrain d'entraînement le détestent et la plupart d'entre eux veulent juste tuer Euron. Urin les fixe, se demandant s'ils vont être ses sujets de test. Urin prend une épée et décide de commencer avec un poison appelé poison prolongé. Il est toujours au niveau 1, et une fois ingéré, il se propage à tous les organes en quelques instants. Il active le poison et frappe à distance l'un des chevaliers avec. Le chevalier s'effondre sur le sol et ses amis lui demandent s'il va bien. Il lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes, mais il dit non tout en se roulant par terre de douleur. Les chevaliers réalisent à quel point la situation est terrible et suggèrent immédiatement d'appeler un prêtre. Soudain, le chevalier se relève en disant que la douleur a disparu. Les autres sont choqués par cela, et ils se demandent si le type se moquait juste d'eux. Le type essaie de leur faire savoir qu'il ne faisait pas semblant et qu'il avait vraiment mal, mais aucun d'eux ne le croit. Urin a vu comment cela fonctionne, et il décide d'essayer la fumée tueuse d'âme. C'est une fumée qui crée des illusions, causant la peur et la confusion dans une plage définie. Les chevaliers sont toujours en train de gronder leurs homologues pour avoir simulé sa douleur lorsque Urin les frappe avec la fumée tueuse d'âme. Immédiatement, tout le monde dans la plage de l'effet commence à paniquer. Apparemment, un monstre effrayant se tient devant eux, prêt à les dévorer. Ils tombent au sol, pissant dans leurs pantalons tandis que Urin rit au loin. Aaron, d'un autre côté, est confus quant à ce qui se passe. La situation devient encore pire pour les chevaliers affectés alors que plusieurs monstres apparaissent devant eux, les tourmentant. Quand Euron en a assez de plaisir, il enlève l'illusion car il ne veut pas attendre que les chevaliers commencent à s'attaquer les uns les autres. Une dispute s'ensuit entre eux alors qu'ils affirment qu'ils ressemblent tous à des monstres. Urin décide qu'il en a fini avec l'expérience du jour, mais il est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Urin dit ensuite à Aaron qu'il est temps pour eux de rentrer. Aaron est choqué car ils n'ont rien fait de significatif depuis leur arrivée. Urin affirme que le terrain d'entraînement est bruyant, et il suggère qu'ils aillent plutôt au 4e terrain d'entraînement. Quelques instants plus tard, une des femmes de chambre s'est présentée pour informer les deux qu'un invité venait d'arriver au manoir. Urin se demande qui est l'invité, et il apprend vite que sa fiancée, Ilia Marcus, est venue le voir. En attendant Urin, Ilia a déjà prévu d'annuler leur fiançailles ensemble. Lorsque Urin entre dans la pièce où elle attend, le visage d'Ilia devient rouge, et tout ce qu'elle avait prévu de faire avant de voir Urin commence à lui sortir de la tête, et ils sont remplacés par des questions. Avant d'entrer dans la pièce pour voir Ilia, Urin avait analysé la situation. Il sait qu'Ilia est bonne avec ses poings, et c'est à cette époque de l'histoire qu'Ilia a exigé qu'ils se séparent. Cependant, Urin du roman refusait de lâcher prise. Cependant, cette fois-ci, Ilia est choquée quand elle voit Urin. Elle commence à lui demander qui il est. Urin est surpris par la question, et il fait savoir à Ilia que ce n'est nul autre que lui. Ilia ne veut toujours pas y croire alors qu'elle commence à paniquer tandis que Urin la calme juste, lui disant que ça fait un moment. Ilia admet qu'elle a en fait entendu dire que Urin avait perdu du poids, mais elle a supposé que c'était une fausse rumeur. Ilia dit que ça ne fait pas 2 mois qu'elle est partie, et elle commence à se demander comment Urin est capable de changer autant en peu de temps. Urin révèle alors qu'il a pu changer autant parce qu'il s'est entraîné très dur. Cela choque Ilia, et Urin continue,
révélant qu'après avoir été battu par elle, il a commencé à repenser ses décisions de vie. Et à cause de ça, il a décidé de changer. Ilia lui demande s'il essaie de se venger, mais Yurin dit non. Juste à ce moment-là, Yurin fait quelque chose de surprenant. Il se met à genoux et s'incline devant Ilia, la remerciant. Cela choque la dame qui n'arrive pas à voir son homme à genoux. Yurin révèle qu'il a pu changer ses habitudes, ce qui est tout grâce à Ilia. Yurin fait savoir à Ilia qu'il est vraiment désolé pour ce qui s'est passé entre eux, mais lui assure qu'il comprendra si elle veut rompre les fiançailles. Ilia est abasourdie quand elle voit ça, ce qui l'amène à commencer à remettre en question l'identité de Yurin. Yurin choque à nouveau Ilia en admettant qu'il était un déchet. Yurin sait que tout ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, mais de l'idiot qui était l'ancien habitant du corps. Cependant, la raison pour laquelle Yurin est si passionné à l'idée de demander pardon est qu'Ilia n'est pas seulement une simple héroïne, mais son trait de reine de l'épée, avec son propre trait, la rend de plus en plus forte avec le temps. Plus tard dans l'histoire, elle a pu sauver le héros déchu et même abattre le méchant principal. Cela a été rendu possible grâce à son trait de reine de l'épée. Euron se fiche de savoir s'il rompt les fiançailles tant qu'il est capable de réparer la relation et de faire d'Ilia son allié. Juste à ce moment-là, Ilia demande à Euron s'il est sérieux au sujet de ce qu'il a dit, et il dit oui. Cependant, cela ne suffit pas à Ilia car elle exige qu'Euron jure par ce qu'il a dit. Ilia libère son aura, la faisant paraître très dangereuse tout en faisant la demande. Irène n'arrive pas à croire qu'Ilia va l'étouffer avec son aura effrayante, mais il semble qu'il ait déjà vu la scène quelque part. Ilia dit alors à Irène de jurer qu'il ne reviendra pas à ses anciennes habitudes. Et s'il viole le serment, Ilia sera celle qui le battra à mort. En entendant cela, Yurin est choqué car c'est la même phrase qu'Ilia a dite au protagoniste, pas à Yurin. Yurin décide alors de montrer à Ilia qu'il ne plaisante pas. Il active les 10 000 poisons, et l'énergie de son corps consume l'aura d'Ilia. Yurin dit alors à Ilia qu'il jure de ne pas revenir à ses anciennes habitudes. Le visage d'Ilia devient rouge à cause d'un rougissement excessif, mais elle parvient à se retenir et elle dit à Yurin qu'elle va le surveiller. Elle lui fait savoir qu'une erreur de plus de sa part signifie que les fiançailles sont annulées. Euron est choqué qu'Ilia ne rompe pas les fiançailles. Quand Ilia rencontre Wellington dans ses appartements, l'homme est également choqué, tout comme Euron quand il apprend qu'Ilia ne va pas rompre les fiançailles. Le marquis est forcé de demander à Ilia pourquoi elle ne rompt pas les fiançailles. Ilia mentionne alors que son père lui a toujours dit que les gens ne pouvaient pas être réparés, et quand elle a entendu la rumeur selon laquelle l'urine avait changé, elle était curieuse. Elle se demandait s'il était redevenu l'urine faible et gentil qu'il était quand il était enfant. Mais à sa plus grande surprise, l'urine était une personne complètement différente. À cause de cela, Ilia prend le risque de faire confiance à Yurin une fois de plus. Cependant, Ilia fait savoir au marquis qu'elle battra Yurin à mort s'il revient à ses anciennes habitudes. Le marquis est soulagé d'entendre cela, et il exhorte Ilia à prendre bien soin de Yurin. Ilia se lève pour partir, et le marquis l'exhorte à rester quelques jours, mais elle refuse, révélant qu'elle a déjà dit à son père qu'elle venait rompre les fiançailles. Le marquis suggère alors qu'elle devrait au moins voir Yurin s'entraîner avant de partir, mais elle refuse à nouveau, disant qu'elle ne veut pas le distraire. Plus tard dans la journée, le marquis appelle l'urine dans sa chambre. Il le taquine quand il entre dans la pièce, lui demandant qui il est. Avant que l'urine ne puisse paniquer, le marquis révèle rapidement qu'il ne fait que lui tirer les jambes. Wellington tapote l'épaule de son fils pour le féliciter des efforts qu'il a déployés. Wellington demande à Irène s'il sait pourquoi il l'a appelé, et il dit à son père que ce doit être à propos de son entraînement nocturne. Son père est content qu'il soit devenu sage aussi. Le marquis croit qu'il est temps qu'Euron apprenne l'escrime de la famille Rox. Juste à ce moment-là, Euron dit à la marquise qu'il a quelque chose d'important à l'informer concernant la question de la formation des chevaliers. Au lieu de s'entraîner pour devenir chevalier, Euron choque son père en disant qu'il veut apprendre les arts du lancer au lieu de l'escrime. Son père se fâche immédiatement, disant qu'il ne peut pas le permettre car c'est une technique bon marché utilisée par les voleurs. Le marquis affirme qu'avec une technique de lancer, il ne pourra pas percer l'armure d'un chevalier, sans parler des corps de monstres effrayants. L'urine propose immédiatement une suggestion, disant à son père qu'il devrait faire un pari. Il veut qu'il parie sur le fait qu'il peut attraper la bête, Borak, avec un poignard ou non. Le marquis entend cela et croit que l'urine est juste têtue. Il lui dit qu'une lame de guerrier doit être infusée d'aura pour pouvoir percer les écailles d'un Borak. Le marquis croit que même si l'urine s'entraîne pendant 100 ans, ses couteaux de lancer ne pourront pas percer les écailles du Borak. Puisque c'est la conviction de Wellington, l'urine l'exhorte à faire le pari. Le marquis décide d'accepter le pari de Yurin, et Wellington lui demande ce qu'il compte miser. Yurin dit au marquis que s'il parvient à vaincre le Borak avec son poignard, il sera celui qui s'occupera de sa formation. Mais s'il échoue, il suivra la volonté de son père. Avec cela, les deux font leur pari. Irène retourne dans sa chambre avec soulagement car il réalise qu'Aaron n'a pas encore parlé de son entraînement à son père. Étant donné que le test pratique est le lendemain, Irène se demande combien d'essais il lui faudra pour briser les écailles de Borax. Pour se préparer au test, Irène décide qu'il doit manger des herbes empoisonnées au cas où. Il prévoit d'élever les arts divins à la 3e étoile. Juste à ce moment-là, Erin entre dans la pièce avec un message du marquis. Apparemment, le marquis a choisi l'heure et le lieu. Le test aura lieu à midi le lendemain,
et ils utiliseront la première salle d'entraînement. Yurin lui demande alors si elle connaît les détails du pari, et elle dit oui. Cependant, elle n'est pas la seule à le savoir. Tout le domaine est au courant du pari qu'ils ont fait. À cause de cela, tout le domaine rit parce qu'ils sont presque sûrs que Yurin va faire pipi dans son pantalon quand il affrontera le Borak. Eren révèle que tout le monde s'amuse à discuter de la façon dont il va échouer puisqu'il est l'ennemi public numéro 1. Cela affecte Yurin, et il demande à Eren si tout le monde vient regarder le test. Eren répond que le marquis l'a autorisé, donc la salle d'entraînement sera remplie de monde. Eren soupire en entendant cela, mais ensuite il demande à Erin ce qu'elle en pense. Erin baisse la tête en disant qu'elle croit que le lendemain sera le jour de Eren. Cette nuit-là, Eren fit comme promis, et il augmenta les ardivins à la 3e étoile. Le lendemain, Euron est choqué quand il réalise que la salle d'entraînement est remplie de monde comme s'ils étaient là pour regarder un match d'arène. Avant que l'examen ne commence, Euron assure à son père qu'il est prêt, mais il souligne le fait que toute la zone est remplie de monde. Son père révèle que c'était son intention de le dire seulement à son magicien, mais pour une raison quelconque, la nouvelle s'est répandue partout. Le marquis exhorte alors Yorin à bien faire pour ne pas s'embarrasser. Une fois que tout est en ordre, le magicien commence le rituel d'invocation pour faire apparaître le Burak. L'invocation est réussie, et un monstre apparaît de la fumée. Eren est excité de voir physiquement un monstre qu'il, en tant qu'auteur, a créé avec des mots. Apparemment, Borok est un monstre marin d'une hauteur de 150 cm. Immédiatement, le monstre émerge du cercle d'invocation, et les spectateurs commencent à paniquer. Yurin est choqué de voir à quoi ressemblait le Borak car c'est un monstre qu'il a inventé alors qu'il mangeait un sashimi de poisson de roche dans un restaurant et qu'il ne pouvait pas penser à des idées de monstres. L'urine ne montre aucun signe de peur devant le Borax car il ne peut voir qu'un monstre mignon si seulement ses bras étaient enlevés. Soudain, le monstre charge sur l'urine. Il attrape presque l'urine alors qu'il est absent, mais grâce à son mouvement lisse, il est capable d'esquiver l'attaque. Puisque le monstre le charge sans avertissement, l'urine décide de devenir sérieuse. Il sort l'un de ses couteaux de lancer pour tester la force des écailles du Borax. Étonnamment, une cible apparaît devant lui pointant vers une zone particulière sur le corps du monstre, et l'urine suppose que c'est le point faible du monstre. Il décide de tester cette hypothèse, et il jette le couteau dans la direction de la cible. Le couteau pénètre la cible, faisant crier le monstre de douleur avant de s'écraser au sol, mort. L'urine est déçu que le Borax soit mort avec un seul coup. Le marquis et les spectateurs sont émerveillés quand ils voient cela se produire. Toute la salle rugit bientôt en célébration de la victoire de Yurin sur le Borok. Le magicien entre dans la salle d'entraînement pour annoncer officiellement que Yurin a vaincu le Borok. La marquise quitte son siège et se précipite vers Yurin pour lui demander comment il a réussi à abattre le Borak en un seul coup. Yurin répond maladroitement qu'il a seulement bien visé, et il a réussi à atteindre la cible. La marquise ne veut pas accepter le résultat puisque le Borak est mort d'un seul coup de poignard. Il soutient que ça n'a pas de sens, et Eren l'interrompt rapidement, demandant si le marquis essaie de revenir sur sa parole. Juste à ce moment-là, le magicien dit au marquis que Eren a visé le bras du Borak où il n'y a pas d'écaille. En entendant cela, le marquis hurle sur Eren, lui disant qu'il a pu vaincre le monstre par pure chance. Yorin ne veut pas discuter avec son père et lui dit qu'il a gagné le pari, que ce soit un lancer chanceux ou non. Yorin se tourne pour s'éloigner, mais son père lui dit de refaire le test une fois de plus. Yorin ne veut pas accepter tant que le marquis n'augmente pas les enjeux. Il dit à Yurin qu'il lui accordera un vœu s'il parvient à gagner le deuxième round. Yurin est ravi d'entendre qu'il va pouvoir faire un vœu. Cependant, le marquis change la donne, disant que son adversaire ne sera pas le Borak mais un chevalier. Le père de Yurin lui demande s'il est d'accord avec les nouvelles règles, et il répond oui. Yurin se fiche de qui est son adversaire, car cela pourrait être sa chance, car il pourrait affronter Kerax. Cependant, il décide de laisser les choses telles qu'elles sont car il a encore besoin de Kerax pour fournir de l'argent à Pérou pour obtenir le poison dont il a besoin. Le marquis suggère alors qu'il commence avec un chevalier stagiaire. Eren demande à son père s'il peut choisir son adversaire, et il lui donne le feu vert pour le faire. Sans hésitation, Eren choisit Crier comme son adversaire. Quelques instants plus tard, Crier se précipite dans l'arène depuis l'endroit où il se trouve. Il s'incline devant le marquis qui lui dit qu'il a une tâche pour lui. Crier assure au marquis qu'il suivra toutes les instructions qu'il donnera. Juste à ce moment-là, Wellington pointe son fils du doigt, et il dit à Crier de donner une bonne leçon à ce morveux. Crier est choqué en entendant cela, et le marquis le remarque. Il lui demande immédiatement s'il ne peut pas le faire, mais Crier dit à la marquise qu'il est à la hauteur de la tâche. Soudain, Eren dit quelque chose de scandaleux. Il dit à Crier qu'il ne va lui lancer que 3 dagues, et s'il parvient à bloquer les 3, il gagne le match. Le marquis est choqué d'entendre cela, et il dit à Crier de remettre son fils arrogant à sa place. Pendant ce temps, les amis de Crier dans l'arène le taquinent, lui disant que s'il perd, il n'y aura pas de dîner pour lui. L'un d'eux lui dit même qu'il devra faire 100 tours du terrain d'entraînement s'il perd. Avant le début du match, Yurin entend la voix d'une fille parmi les spectateurs lui dire qu'il peut le faire. C'est une motivation suffisante pour Yurin qui sort sa dague prêt à affronter Creed. Au moment où ils sont sur le point de commencer le match, plusieurs zones cibles apparaissent sur le corps de Creed, stupéfiant Yurin.
Yurin craint de tuer Creed de la même manière qu'il a tué le Borak, mais il ne peut pas se le permettre. Yurin décide alors d'essayer autre chose. Il utilise tellement de force pour lancer la dague, qu'elle frappe la lame de Creed, laissant un son fort comme celui d'un canon, choquant tout le monde dans l'arène. La dague tombe, et le marquis la ramasse, se demandant comment une dague ordinaire est capable de produire autant de force. L'épée de Crier a subi une bosse, et la force du lancer le laisse ébranler. Yurin dit subtilement à Crier qu'il est maintenant échauffé, mais il lui fait savoir que le premier lancer est un avertissement. Euron lui fait savoir que le prochain lancer va être puissant. Euron pense que Creed ne mourra pas de ce qu'il est sur le point de faire puisqu'il est un personnage secondaire. Euron lance alors sa dague une fois de plus, et alors qu'elle tourne vers Creed, il essaie de la bloquer avec son épée, mais cela laisse une forte détonation et un nuage de fumée. Cela choque tout le monde, y compris le marquis. Lorsque la fumée se dissipe, Crier est complètement ébranlé, et son épée s'est brisée. L'épée de Crier tombe de sa main, et le marquis s'approche de son fils. Il exige qu'ils aillent parler en privé, mais Euron rappelle à son père que le match n'est pas encore terminé puisqu'il lui reste encore une dague. Les yeux de Wellington s'illuminent de peur, et il dit à Euron de ne pas aller trop loin. Euron suggère alors qu'ils entendent Crier lui-même. Euron s'approche de Crier, lui disant de lever la tête, et il lui demande s'il aimerait que cela se termine ainsi. Euron rappelle à Crier qu'il est un chevalier en formation, et qu'il n'est pas censé accepter une issue aussi nulle. Puisqu'amener les choses à une fin définitive est la voie du chevalier, Euron demande à nouveau à Crier s'il est prêt à abandonner. Crier balbutie avant d'exiger qu'on lui donne une nouvelle épée. L'aura de Crier tourbillonne autour de lui tout en révélant sa détermination à ne pas reculer. Tout le monde, y compris la marquise, est époustouflé que Crier soit encore un chevalier en devenir, mais il a déjà éveillé son aura. Apparemment, c'est ce qu'Euron veut depuis le début. Creed a un trait, le berserker, qui ne se manifeste qu'à un point de rupture. Puisque Creed a amélioré sa défense en éveillant son aura et en entrant en mode berserker, Yurin pense qu'il est temps qu'il essaie une technique de niveau supérieur. Creed exhorte Yurin à lancer sa dague, mais le marquis est surpris que Crier puisse manifester une aura qui est tellement qu'elle peut être comparée au talent d'un chevalier de haut rang. Il se demande ce que ferait son fils dans cette situation. Euron vise sa dague et la lance. Cependant, cette fois-ci, la dague tourne lorsqu'elle s'approche de Crier. Crier est choqué alors qu'il est laissé en désarroi, se demandant pourquoi la dague est lente contrairement aux autres. Crier se fâche, croyant que Yurin se moque de lui. Cette fois-ci, il décide de lever son épée pour essayer de bloquer la dague, mais avant qu'il ne puisse frapper la dague, elle passe devant son épée en tournant. Crier ne peut pas se remettre de cela, et il finit par être touché à l'épaule. Cependant, la dague parvient à ralentir avant d'atteindre l'os de l'épaule de Crier. Même avec cela, Crier ressent toujours une douleur immense alors qu'il tombe à genoux en hurlant de douleur. Tout le monde est choqué de voir cela, les laissant se demander ce qui vient de se passer. Puisque la dague était très lente et que Creed hurle de douleur, ses compagnons chevaliers lui disent d'arrêter de faire semblant. Ils supposent qu'il agit ainsi parce qu'il ne veut pas déshonorer Yurin. À leur insu, Yurin a infusé le dernier lancer de plus d'énergie interne, ce qui explique pourquoi la douleur est extrême. Juste à ce moment-là, le marquis appelle Yurin lui disant qu'ils doivent parler, mais il lui fait savoir qu'il a déjà gagné le pari. Yurin s'approche de Crier, et il place sa main sur le site de la blessure. Yurin commence à absorber l'énergie interne logée dans son épaule, et avec cela, la douleur disparaît. Choquant Creed. Creed se tient sur ses pieds, et il s'incline devant Yurin en le remerciant. Creed s'excuse également d'avoir supposé que Yurin le méprisait à cause de la vitesse de la dague. Admet que le lancer de dague est un art impressionnant, et il croit qu'Euron n'aurait pas pu l'apprendre en si peu de temps, ce qui lui fait croire qu'Euron a caché sa véritable force depuis le début. Creed commence alors à chuchoter, demandant à Euron s'il cachait son pouvoir parce qu'une faction secrète cible la maison du marquis. Quand Euron entend cela, il réalise pourquoi Crier est toujours seul. Crier est le genre de type qui aime les théories du complot. Crier s'incline alors devant Euron, lui assurant qu'il sera là pour l'aider quand il voudra se battre contre à cause de leur courte interaction. La faveur de Creed pour Euron monte à 26%. Euron est heureux d'entendre cela, et il assure à Creed qu'il le reverra. Alors qu'Euron s'éloigne, Creed hurle, disant à Euron qu'il va répandre la nouvelle qu'il est un bon gars. De son côté, Euron est ravi de se rapprocher de Crier, car il finira par détruire l'ordre des chevaliers lui-même. Eren s'approche d'Euron et le félicite pour son travail. Elle mentionne ensuite qu'elle n'a jamais vu Euron utiliser la dernière technique qu'il a employée. Euron répond rapidement à Eren que c'est une nouvelle technique, et lui demande ce qu'elle en pense. Erin admet qu'elle aurait également été vaincue si elle avait été confrontée à cette technique pour la première fois. Cependant, elle est convaincue qu'elle peut maintenant la bloquer. Eren sait que ce n'est pas du bluff de la part d'Erin. Apparemment, Erin possède un trait appelé miroir clair qui lui permet de s'adapter rapidement aux situations et aux scénarios. Eren demande ensuite à Eren si elle est satisfaite de la vie qu'elle mène actuellement. Parce que si elle ne travaillait pas comme son serviteur, elle pourrait facilement devenir un chevalier de haut rang. Erin est surprise et demande pourquoi Yurin pose soudainement une telle question. Plus tard, Yurin rencontre le marquis dans son bureau. Wellington crie à son fils de l'appeler père lorsqu'ils sont seuls, car être aussi formel les rend distants. Yurin accepte maladroitement, et il s'adresse à l'homme en l'appelant père.
Le marquis interroge ensuite Irène sur la technique qu'il a utilisée pendant le duel. Il a consulté les archives et n'a rien trouvé concernant le type de technique utilisée par Irène. L'homme dit que Irène ne s'entraîne que depuis un mois, ce qui rend pratiquement impossible l'acquisition d'une telle compétence en si peu de temps. Le marquis exige que Hurin lui dise la vérité, mais Hurin sait qu'il ne peut évidemment pas lui dire quelle est la vérité. Cependant, il avait déjà préparé quelque chose au cas où une telle chose se produirait. Irène ment ensuite en disant qu'il a trouvé un livre lorsqu'il cherchait des méthodes d'entraînement efficaces dans les archives familiales. Il explique qu'un livre sur l'étagère du haut lui est soudainement tombé dessus. Apparemment, il n'y avait rien d'écrit sur la couverture du livre, mais il y avait un motif étrange qui était gravé dessus. Irène dit qu'il n'a pas beaucoup réfléchi au livre, et quand il l'a ouvert, une lumière est apparue et a brillé sur son visage. Au cours du processus, quelque chose entre dans sa tête, et après cela, le livre disparaît. Le marquis est choqué d'entendre cela et dit immédiatement à Irène qu'il a dû rencontrer un grimoire. Irène s'attendait à cela plus qu'il était celui qui avait créé le concept. Il a dit qu'un grimoire est un moyen de transmettre des techniques ou de la magie en les gravant dans un livre grâce au pouvoir d'un grand mage. Le marquis ne doute pas des paroles de son fils, car les archives contiennent de nombreux livres qui ont été collectés par leurs ancêtres, et même le marquis ne connaît pas tout ce qu'il y a dans les archives. Le marquis dit alors à Euron que le destin a dû lui accorder une grande fortune, c'est pourquoi il est tombé sur le livre. Le marquis dit ensuite à Euron qu'il va tenir sa promesse et qu'il ne le forcera pas à apprendre l'escrime. Et pour l'autre promesse, qui est un souhait, le marquis lui demande ce qu'il veut. À ce moment-là, Urine exige quelque chose qui choque son père. Il dit à son père qu'il veut le poste d'héritier, laissant son père bouche bée. Urine est surpris par la réaction de son père, lui demandant s'il ne peut pas accorder le souhait si c'est ce qu'il veut. Son père révèle qu'il a en fait le pouvoir de l'accorder. Euron mentionne que l'expression de son père indique autre chose, et il sait que son père hésite parce qu'il sait que cela lui causerait des problèmes. Il y a beaucoup de gens au sein du marquisat qui s'opposeraient à la déclaration, en particulier Kaina, parce qu'il sait à quel point son père serait troublé, il lui dit qu'il cédera cette fois-ci. Le marquis est soulagé d'entendre cela, et il remercie Hurin. En réalité, Hurin n'est même pas intéressé par le poste de successeur, car s'il devient l'héritier, il devra passer toute la journée avec son père afin de recevoir une formation sur la façon de gérer le marquisat, ce qui signifie essentiellement que sa liberté est finie. Au lieu de cela, Euron préférerait améliorer ses compétences et voyager à travers le monde à l'aventure. Son père demande alors à Euron un autre souhait puisqu'il a renoncé au dernier. Euron informe son père qu'il prévoit de créer son propre ordre de chevaliers. Le marquis est choqué d'entendre cela, et Euron révèle qu'il prévoit de nommer Aron et crier à l'ordre en tant que ses chevaliers. Étant donné que la demande n'est pas aussi difficile que le poste de successeur, le marquis accorde le souhait d'Euron. Hurin fait un vœu à son père, le remerciant. Le marquis demande ensuite à Hurin comment il va s'y prendre pour trouver un nouveau majordome, car tous les majordomes actuels ont quelqu'un qu'ils servent. Hurin révèle alors qu'il a quelqu'un en tête, et cette personne est Perrou qui travaille dans la cuisine. Hurin veut que le marquis fasse croire que c'est lui qui l'a nommé au lieu de faire croire que c'était le choix de Hurin. Le marquis est surpris d'entendre cela, et il demande à Hurin s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais Hurin assure à son père qu'il lui expliquera plus tard. Le marquis décide alors de ne pas poser d'autres questions car il semble faire confiance à son fils de jour en jour. Il s'avère que son affinité a grimpé jusqu'à 74. Même Hurin est choqué que l'affinité ait augmenté, mais il suppose que c'est parce qu'il est le fils du marquis. Plus tard, Hurin informe Arin et Crier qu'ils font maintenant partie de son ordre de chevalier, et il veut qu'ils continuent à s'entraîner avec diligence. En plus de cela, il leur présente le nouveau majordome, Perrou, en leur assurant que Perrou répondra à tous leurs besoins. Plus tôt, Irène et Aron avaient parlé du nouvel arrangement. Irène s'était mis à table, disant à Aron que Perrou est en fait un espion, c'est pourquoi il remplacera Aron en tant que majordome. Irène révèle que Perrou a été envoyé pour l'assassiner par Kaina et Kerax. Erin a été encore plus surprise d'entendre cela, et elle a remis en question la décision d'Hurin de garder Perrou près de lui alors qu'il en voulait à sa vie. Hurin a assuré à Arin qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car Perrou n'écoute que lui. Grâce à cela, Hurin est en mesure de convaincre Erin d'accepter ses plans. De retour à la réunion, Crier lève la main pour poser une question. Après avoir été autorisé à parler, Crier demande pourquoi il n'y a pas de vice-capitaine, du moins depuis qu'ils ont décidé de s'appeler l'Ordre des Chevaliers. Cependant, le vice-capitaine doit être quelqu'un qui possède des compétences exceptionnelles. Crier pense qu'Eren n'est pas digne d'être dans l'Ordre des Chevaliers car elle est petite et fragile. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, Euron intervient, reconnaissant avec lui que le vice-capitaine doit être fort. Pour régler ce problème, Euron leur dit qu'ils vont s'engager dans un duel. Quelques instants plus tard, Crier est vaincu par Eren, ce qui le choque. Alors qu'il est allongé sur le sol, vaincu, Eren lui donne des leçons d'escrime. Elle lui fait savoir que ses attaques sont trop simples et peuvent être facilement lues. Crier ne s'en offusque pas. Au contraire, il assure à la dame qu'il prendra le conseil à cœur. Puisqu'Aron a gagné, Irène dit que le poste de capitaine a été décidé. Perrault est choqué lorsqu'Irène fait d'Aron le chef de l'ordre des chevaliers. Tout le monde applaudit Aron, et peu de temps après, Perrault se prépare à partir pour préparer le dîner.
Une fois qu'il se rend compte que Perrault est un peu loin de l'endroit où il se trouve, Irène décide d'essayer une nouvelle technique qui lui permet de parler télépathiquement à sa cible. Irène appelle le nom de Perrault, ce qui le choque. Il se retourne, mais Irène continue de l'appeler à plusieurs reprises. Perrault perd presque la tête jusqu'à ce que Hurin le gronde pour avoir agi bizarrement. Perrault demande alors si Hurin communique avec lui par magie noire, mais Hurin explique qu'il s'agit d'une simple magie de communication. Il commence à apparaître à Perrault que Hurin est un être spécial car il est résistant au poison, et il peut utiliser des techniques vraiment étranges. Hurin dit à Perrault qu'il est libre d'adhérer à la théorie qu'il veut, mais lui demande si le poison qu'il a demandé est prêt. Perrault répond que le poison est prêt. Apparemment, le poison s'appelle l'esprit de serpent et il est extrait de sang vipère. Même si Perrault est doué, il a eu du mal à préparer le poison. Hurin est content que le poison soit prêt, et il dit à Perrault d'en ajouter beaucoup dans la soupe de chirin qu'il va manger. Tremblant de peur, Perrault accepte les ordres de son maître. Plus tard dans la nuit, Hurin se rend compte que depuis qu'il a atteint la 3e étoile, sa progression est un peu lente car son énergie interne n'augmente pas aussi vite qu'il le pensait. Comme il ne sait pas quand la crise mondiale va commencer, Hurin pense qu'il est temps qu'il quitte le marquisat. Peu de temps après, Hurin rencontre son père, lui disant qu'il veut partir un moment. Son père lui demande combien de temps il sera absent. Et comme il ne veut pas éveiller les soupçons, il dit à son père qu'il sera absent pendant une semaine. Le marquis n'y voit aucun inconvénient, car Hurin s'est entraîné avec diligence, mais il lui demande comment il compte gérer l'escorte. Hurin choque son père, lui disant qu'il n'a pas besoin d'escorte. Le marquis proteste, rappelant à Hurin la position importante qu'il occupe dans la famille. Hurin essaie de dire à son père qu'il n'a pas besoin d'escorte car il ne va que dans les villages voisins, mais le marquis le coupe court. Le marquis révèle que le monde est devenu un endroit très dangereux. Et même s'il est devenu un peu plus fort, il craint que son fils ne soit empoisonné. Hurin se rend compte qu'il aura du mal à convaincre le marquis, et il décide de passer au plan B. Hurin informe son père qu'il est prêt à se conformer, il n'a donc pas à s'inquiéter. Le marquis est heureux d'entendre cela, et il demande à son fils quand il partira. Hurin répond qu'il partira dans 2 jours. Dans cette optique, le marquis dit qu'il préparera une escorte d'ici là, mais Hurin n'a pas l'intention d'attendre une escorte car il prévoit de se faufiler le lendemain. Hurin appelle Perrault dans ses appartements et révèle qu'il part en voyage, mais qu'il n'a pas d'argent, il a donc besoin que Perrault lui en prête. Perrault hésite, mais lorsqu'il sent l'aura sombre et effrayante émanant du corps de Hurin, il s'exécute rapidement. Hurin lui demande alors s'il a toujours sa sacoche subspatiale avec lui. Hurin avait déjà vu la sacoche avec lui. Apparemment, la sacoche subspatiale est un élément courant dans les romans fantastiques, et c'est une sacoche mystérieuse qui peut contenir environ 1 tonne de cargaison. Perrault n'a pas d'autre choix que de donner sa sacoche subspatiale à Hurin aussi. À cause de cela, Hurin est heureux de ne pas avoir à porter de sac avec lui. Hurin tend alors à Puru la mode de feuilles séchées qu'il déguise en antidote. Il dit à Puru qu'il s'agit d'un mois d'antidote pour le poison dans son corps. Hurin joue très bien sa carte, disant à Puru qu'il a été un serviteur digne de ce nom. Pour cette raison, il assure à Perrault qu'il va lui donner le remède permanent très bientôt. Le lendemain matin, Hurin laisse une lettre et s'éclipse. Il pense qu'il ne rencontrera personne jusqu'à ce qu'il croise un vieux jardinier qui dégage une aura lourde de son corps. Il remarque quelque chose d'étrange chez le vieil homme, mais il continue néanmoins son voyage. Quelques instants plus tard, Hurin arrive à la tour de la magie. Il entre dans le bâtiment, et lorsque l'employé lui demande ce qu'il veut, il lui dit en gros qu'il aimerait utiliser une distorsion. L'employé lui demande s'il l'a déjà utilisée, et il répond non. L'employé révèle qu'ils offrent des points de kilométrage, comme ceux des avions. L'employé demande à Hurin où il se dirige, et il répond « le château d'Azu ». En raison de la distance de l'endroit, l'employé lui dit que ses honoraires sont de 50 pièces d'or. Après avoir reçu le prix, on lui dit de payer et de signer le billet. Hurin s'attendait déjà à ce que les frais soient élevés, mais il est reconnaissant que Perrault ait assez d'argent à lui donner. Hurin décide d'écrire un faux nom, et il choisit Polion qui est un nom qu'il utilise dans les jeux en ligne. Une fois l'inscription terminée, Hurin est conduit dans la pièce où se trouve la machine de distorsion. L'employé lui dit qu'au moment où il entendra un coup, cela signifiera qu'il est arrivé à destination. Hurin monte sur la machine, et elle émet un signal d'éclair. Quelques instants plus tard, Hurin arrive à destination. Il est accueilli par un autre employé qui lui dit qu'il est arrivé au château d'Azu. Hurin est choqué car il n'a rien senti. Le vieil homme lui fait savoir que c'est ainsi car la tour de la magie a conçu la machine de distorsion pour donner une sensation de distorsion. Hurin est surpris par le nom qu'ils ont donné au phénomène. Il se rend compte qu'il lui a peut-être donné le nom au lieu du confort de conduite prévu. Sur ce, l'employé lui souhaite bonne chance, et une fois que Hurin sort de la tour de la magie, Hurin se trouve maintenant dans le château d'Azuyo, qui se trouve dans la région occidentale, contrairement à sa patrie. La région est complètement différente de celle de sa patrie, et il y a beaucoup de gens dans la région aussi. Cependant, Hurin n'est pas préoccupé par cela. Comme sa principale préoccupation est l'allée des forgerons, il demande à l'une des personnes qu'il croise, et elles la lui décrivent. Hurin commence à regarder les allées, mais n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il se fait déjà tard, mais il décide de vérifier la dernière allée. Il trouve bientôt un atelier de forgeron, et il entre.
Il demande à l'employé s'il connaît la personne qui porte le nom de forge de la licorne. Le type dit alors à Yurin qu'il n'y a personne avec ce nom dans la région, ce qui amène Yurin à commencer à se remettre en question. Il croit qu'il a mal lu, mais pendant qu'il y pensait, le type lui dit qu'il prévoit en fait d'appeler sa boutique ainsi. Quand Yurin entend cela, il utilise l'œil du créateur sur le type. Il découvre que son nom est Jirino, et c'est un assez bon forgeron. Yurin sourit comme un enfant quand il voit cela car il se rend compte qu'il a enfin trouvé le bon endroit. Yurin exige alors de voir les armes qu'il a fabriquées, et Jirino accepte. Alors qu'il regarde ses créations, Yurin demande à Jirono comment se porte son entreprise. Jirono prétend que ses compétences ne sont pas les meilleures, c'est pourquoi il est coincé dans l'arrière-cour. En fait, chaque fois que des clients entrent, ils jettent juste un coup d'œil et repartent. En raison des mauvaises ventes, Jirino révèle qu'il ne sait pas combien de temps il peut encore tenir. Yurin remarque alors des épées accrochées au mur. L'une des épées est une épée d'esprit du vent qui a été imprégnée de la bénédiction de l'esprit du vent, Sylph. L'épée augmente la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement et l'agilité. L'autre épée est une grande épée d'esprit de flamme. C'est une épée qui a été imprégnée de la bénédiction du salamandre, l'esprit du feu inférieur. L'épée augmente l'endurance, la force et la résistance. Yurin demande alors à Jirino si c'est lui qui a fabriqué les épées, et il répond oui. Cependant, il croit qu'après avoir fini de les fabriquer, elles se sont avérées être des échecs totaux. Apparemment, les épées sont devenues si lourdes que même quelqu'un de fort peut à peine les soulever, donc personne ne finit par les acheter. Après avoir dit ça, Euron sait que ce n'est pas la faute de Jirono. Les épées sont devenues lourdes parce que des humains indignes les ont touchées. Apparemment, l'épée accordera un pouvoir immense à quiconque en est digne. Comme Euron le sait, il dit à Jirono qu'il va acheter les épées, laissant Jirono totalement choqué. Jirono pense que les épées sont un échec, mais Giron sait que les deux épées sont parfaites pour Eren et Crier. Cependant, Giron est toujours à la recherche d'autres trésors. Soudain, Jirono demande au forgeron s'il a des armes rouillées. Jirono en a un tas, et il les sort. Jirono est surpris qu'Euron les veuille puisqu'il les considérait déjà comme un gaspillage. Euron est content d'avoir rencontré le groupe de la même manière qu'il l'avait prévu. Il plonge sa main dans le conteneur et sort un poignard, disant à Jirono qu'il veut le poignard. Jirono est choqué car ce n'est pas lui qui a fabriqué le poignard. Il l'a seulement trouvé dans la réserve, et il n'a aucune idée de comment il est arrivé là en premier lieu. Jirono est choqué quand Irène dit qu'il va prendre le poignard en même temps que les épées. Jirino en conclut que Yurin n'en veut qu'au truc défectueux. Jirino dit à Yurin de lui donner seulement 2 pièces d'or, et il lui donnera le poignard gratuitement. Yurin est content d'avoir fait une bonne affaire, mais il est le seul à savoir à quel point l'arme est précieuse. Juste à ce moment-là, il réalise qu'il ne s'agit pas seulement des armes, mais du forgeron lui-même. Yurin lui offre alors la possibilité de fermer son magasin et de travailler pour lui à la place, puisqu'il a déjà dit que les affaires allaient si bien pour lui. Jirono est choqué par l'offre, et il révèle que cela arrive trop soudainement, c'est pourquoi il ne sait pas quoi dire. Jirino admet qu'il a pensé à fermer, mais il n'a jamais pensé qu'il recevrait une offre comme celle-ci. Après avoir dit ça, Yurin décide de se présenter au forgeron. Yurin se présente comme la lance invincible qui est le protecteur du Sud. Après avoir fini avec le titre, il révèle son vrai nom. Jurano est stupéfait quand il réalise qu'il se tient en présence du fils du marquis. Il tombe immédiatement à genoux, s'excusant auprès de Yurin tout en disant qu'il ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un d'aussi noble que lui entre dans sa boutique poubelle. Yurin exhorte le type à se relever, mais il refuse, et il exige que Yurin dise tout ce qu'il veut dire pendant que sa tête reste sur le sol. Réalisant qu'il ne peut pas le convaincre, Yurin décide de parler. Après avoir entendu tout ce que Yurin a à dire, Jurino lui demande pourquoi il envisagerait d'aider quelqu'un comme lui, et il répond qu'il est plutôt talentueux. Jurino est surpris d'entendre Jurin dire qu'il a du talent parce qu'il ne se voit pas dans les catégories des forgerons talentueux puisqu'il se fait gronder par son maître tous les jours. Euron mentionne qu'il a fait le tour des autres forges, mais la boutique de Jorono se démarque. Jorono lui demande comment sa boutique s'est démarquée du reste, et Euron lui fait savoir que la sincérité est la clé. Euron explique qu'il a vu la façon dont il a fabriqué ses armes et les détails extrêmes à leur sujet. À cause de cela, Yurin lui fait savoir qu'il se réveillera un jour en tant que talent spécial. C'est quelque chose que Yurin a inventé sur le champ, mais il espère que Jirino va tomber dans le panneau. Heureusement pour lui, il l'a fait, et Jirino révèle qu'il le suivra. Jirono mentionne alors que Irène est différent des rumeurs qu'il a entendues à son sujet. Irène décide alors qu'il est temps qu'il montre quelque chose d'intéressant au forgeron. Jirono regarde Irène se pincer le doigt avec le poignard et lui ordonne de se réveiller. Il s'avère que le poignard est la relique des myriades de formes, Agnès. La mâchoire de Jirono tombe quand le poignard commence à léviter avec une aura blanche l'entourant. Le forgeron commence à se demander ce qui se passe. Apparemment, l'arme est une épée d'Ego légendaire, et c'est le protagoniste qui était censé l'obtenir. Le système demande à Yorin s'il veut former un contrat avec Agnès, et il dit oui. Juste à ce moment-là, l'arme se transforme en une molécule d'eau. Et de l'intérieur, la voix d'une fille sort, demandant à savoir qui essaie de former un contrat avec elle. Agnès se moque de Yurin, lui disant qu'il n'a pas beaucoup de talent. Yurin réalise bientôt qu'Agnès est énervée parce qu'elle ne peut pas sentir de mana de lui.
Après avoir fini de se moquer de lui, elle lui demande comment il savait qu'elle était là et comment il connaissait aussi le sort pour la libérer. Euron répond qu'il l'a entendu du grand prophète. Euron est celui qui a mis le prophète dans l'histoire pour la cohérence. Même si Euron mentionne cela, Agnès croit qu'il ment. Elle veut savoir pourquoi le grand prophète perdrait son temps sur une personne sans talent comme Euron. Agnès demande ensuite à Irène s'il sait ce qu'elle peut faire, et il dit oui. C'est une question facile puisqu'il est celui qui a écrit les paramètres. Irène explique qu'Agnès peut diviser son corps en le corps principal et le sous-corps en deux armes distinctes. Chacun de ces corps peut alors se transformer en n'importe quelle arme basée sur l'imagination du manieur. Pendant l'histoire principale, le héros s'est battu en utilisant une épée et un bouclier. Et même si le sous-corps était perdu, il retrouve toujours son chemin vers le corps principal. Après avoir tout dit, Agnès suggère que Yurin renonce à essayer de la manier puisqu'elle ne peut être maniée que par le mana. Juste à ce moment-là, Yurin pointe un doigt sur Agnès, lui disant qu'elle est bruyante. Soudain, Agnès se transforme en une bague et s'enroule autour du doigt de Yurin. Il s'avère qu'Euron a pu réquisitionner Agnès parce que ses arts martiaux se substituent à son manque de mana. Euron demande alors à Girano combien de temps il a besoin pour emballer, et il dit 2 jours. Euron lui dit alors de le rencontrer devant le château d'Azayo dans 2 jours à midi. Plus tard, Euron marche dans les rues quand il croise soudainement sa fiancée. Ils sont tous les deux choqués, et Ilia demande à Euron pourquoi il est dans la région. Euron entre presque dans le sol quand il voit Ilia car elle est la dernière personne qu'il s'attend à trouver dans la région. Euron réalise que la scène est quelque peu familière à la façon dont Ilia a rencontré le protagoniste dans l'histoire originale. Euron se rend compte que l'intrigue principale a reçu une petite modification. Alors qu'il essaie encore de comprendre ce qui se passe, Ilia lui demande encore une fois ce qu'il est venu faire dans la région. Euron rit nerveusement avant de révéler qu'il est venu trouver un forgeron. Ilia mentionne que leur famille a des tas de forgerons, et Euron est d'accord avec cela mais dit qu'il voulait embaucher son propre homme. Ilia dit qu'elle l'aurait aidé s'il lui avait dit plus tôt, mais Yurin l'assure qu'il n'y a pas besoin de ça puisqu'il a trouvé la bonne personne pour le travail. En parlant du loup, Girono apparaît sur la scène. Yurin présente alors Girono à sa fiancée. Momentanément, le chef d'escouade des escortes d'Ilia, Musk, lui demande à qui elle parle, et quand elle dit Yurin, Musk est époustouflé. Il semble être troublé par la présence de Yurin, et il commence à se présenter jusqu'au moindre détail. Yurin rend l'appareil, mais même s'il ne dit rien, Yurin sait qui il est. C'est lui qui a écrit l'histoire, donc aucun personnage ne lui est inconnu. Yurin sait qu'il est un personnage secondaire qui ne supporte pas les pauvres. Apparemment, cela devait prendre une autre dimension dans le roman. Une silhouette à capuche était censée bloquer le chemin de Musk et du chevalier lors de leur déplacement. Musk a insulté la personne, mais à ce moment-là, le héros s'est avancé. Une bagarre éclate, mais il y a réussi à arriver sur les lieux juste à temps pour arrêter le combat. Et après ça, les deux deviennent Roméo et Juliette. Peu de temps après, le héros a accompagné Ilia au combat et l'a sauvé d'une situation de vie ou de mort. Puisqu'il ne trouve pas le héros pour l'aider pour le moment, Euron réalise qu'il n'a pas le choix. Il doit sauver Ilia et l'empêcher de mourir. Euron demande alors à Ilia où il se dirige, et elle révèle qu'il y a des rapports de raids d'orques près du château d'Azu. Apparemment, le nombre d'orques augmente, et Ilia et son équipe ont reçu l'ordre d'éliminer les orques. À ce moment-là, Yurin demande une faveur à Ilia, et c'est lui qui l'escorte. Ilia est choquée d'entendre ça, et elle exige de savoir pourquoi Yurin veut venir. Yurin répond simplement qu'il veut acquérir de l'expérience au combat puisqu'il est encore en formation. De plus, il dit à Ilia qu'il aimerait voir ses compétences. Ilia fait savoir à Yurin que cela pourrait devenir dangereux, mais Yurin lui assure qu'il peut se débrouiller malgré son apparence fragile. Ilia y réfléchit pendant 1 minute, et une fois qu'elle a terminé, elle ordonne à Musk de fournir des chevaux à Yurin et aux forgerons. Musk proteste contre cela, disant à Ilia qu'ils ne vont pas à un pique-nique. De plus, il ne veut pas qu'ils baissent leur garde même s'ils affrontent des orques ordinaires. Musk ajoute en outre qu'il ne peut pas sentir une trace de mana de Yurin et du forgeron. Musk continue de divaguer jusqu'à ce qu'Ilia devienne sérieuse et lui fasse savoir qu'elle vient de lui donner un ordre. Musk n'a pas d'autre choix que de le faire, mais il n'en est pas content même s'il ne peut rien y faire. Alors qu'il se dirige vers leur destination, Ilia dit à Yurin de toujours rester à ses côtés car il se dirige vers un endroit dangereux. Yurin assure à Ilia qu'il suivra tous ses mouvements. Il s'avère que Yurin et Girono partagent le même cheval, et Yurin l'exhorte à s'accrocher à lui fermement. Avec ça, ils commencent à se diriger vers la destination cible. Lorsqu'ils atteignent l'endroit présumé, Ilia dit à son équipe qu'ils devront se diviser en équipes de 5 pour trouver le campement ORC. Elle les exhorte à ne pas attaquer s'ils le trouvent. Elle veut qu'ils se retirent et tirent une fusée de signalisation. Avec ceci, le groupe se sépare. Après des heures de recherche, l'un des chevaliers demande à Ilia ce qu'ils doivent faire puisqu'il se fait déjà tard. Ilia dit alors qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire demi-tour et de revenir le lendemain. Soudain, il voit une fusée de signalisation dans les airs. Cependant, une autre fusée monte bientôt dans les airs. En un rien de temps, 4 fusées montent dans les airs. Ilia suggère alors qu'il se dirige vers la fusée la plus proche, qui est à l'ouest. Son équipe la suit immédiatement, mais au moment où ils arrivent, tous les soldats sont déjà morts. Ilia est horrifié par la façon dont les soldats ont tous été tués.
L'un des soldats remarque que l'armure sur leur corps a été brisée, ce qui les amène à se demander quel type d'arme les a frappés. Ilya ordonne alors qu'ils se dirigent vers le sud pour vérifier les soldats là-bas. Au moment où ils y arrivent, ils rencontrent la même scène horrible d'où ils viennent. Tous les soldats sont déjà morts, et l'un des chevaliers suggère qu'ils passent à l'endroit suivant. Ilya est d'accord avec lui, mais Yorin les arrête, disant qu'ils ne peuvent pas bouger pour le moment. Ilya est choqué quand Yorin dit cela, se demandant ce qu'il voulait dire par là. Yorin souligne que les orques traquent leurs soldats et sont en train de gagner. Yorin fait savoir à Ilya qu'ils sont en infériorité numérique et n'ont aucune chance de gagner. Yorin veut qu'il tire le signal et rassemble le reste des troupes. À ce moment-là, l'un des soldats crie à Jurin, lui disant de la fermer car il n'est personne. Le soldat blâme Jurin pour ce qui se passe actuellement. Pendant que cela se passe, Jurin se souvient que le protagoniste s'est également fait insulter au même endroit. À cause de cela, les lecteurs étaient frustrés et ont grondé notre gars pour avoir fait traîner les choses. Entendre les soldats lui parler de cette façon commence à déclencher le SSPT d'Irène. Alors qu'il continue de divaguer, Irène lui dit de la fermer. Urine l'attaque avant même qu'il ne s'en rende compte, et il tombe de son cheval. Urine lui dit de connaître sa place et de rester où il est. Le soldat est forcé de répondre à Urine comme son patron puisqu'il est déjà paralysé. Il lui dit alors de regarder et de voir. Urine lève la main, et avec ceci, le type est capable de bouger à nouveau. Dans l'histoire principale, Ilya n'a pas écouté le héros et a fait ce qu'elle pensait être juste. Cependant, Euron veut voir si ce sera différent cette fois-ci. Il demande à Ilya quel sera son choix. Étonnamment, Ilya est d'accord avec Yorin, et elle ordonne à ses hommes de tirer immédiatement la fusée de signalisation bleue. Elle veut que les troupes soient rassemblées là où elles sont. Les soldats font ce qu'on leur dit, et ils tirent les fusées dans les airs. Les soldats commencent alors à s'occuper de leurs camarades tombés au combat tandis que le forgeron s'approche de Yurin pour lui dire qu'il est incroyable. Il dit que Yurin a été capable de faire bouger les objets comme il le voulait, mais Yurin ne considère pas cela comme une grosse affaire. Il demande à Yurin si les soldats vont les rencontrer, mais Yurin lui fait savoir que la plupart des soldats ne survivront pas. Apparemment, Euron sait ce qu'il fait, et il attend en fait que le vrai combat vienne à lui. Soudain, un soldat se dirige vers leur position, disant à Ilya qu'ils doivent courir. Le soldat a l'air absolument terrifié comme s'il avait vu un fantôme. Derrière les soldats se trouve un groupe d'orques effrayants et puissants. Juste le nombre impressionnant d'orques donne des frissons aux soldats. Ilya se tourne vers Yorin et s'excuse auprès de lui car il est sur le point de mourir, et c'est de sa faute. À ce moment-là, Euron dit à Ilya de ne pas s'inquiéter car personne ne va mourir. Juste au moment où il dit cela, il se dirige vers les orques, choquant Ilya. Ilya est confuse alors qu'elle regarde Euron s'approcher des orques avant d'invoquer Agnès. Il lui dit qu'il est temps qu'ils essaient ce qu'ils ont pratiqué au cours des 2 derniers jours. Irène dit à Agnès de générer des balles de fer, et Agnès suit ses ordres. Apparemment, c'est une technique que Irène a acquise après avoir atteint 3 étoiles du corps des 10 000 poisons, mais il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. Cette technique s'appelle fer noir. Elle libère des armes dissimulées remplies de force intérieure en faisant exploser des balles de fer noir. L'arme requise pour cela est une balle de fer noir. Yurin tire ensuite la balle sur les orques, et elle atterrit au milieu d'eux sans faire de dégâts, laissant les orques le regarder comme un idiot. Soudain, la balle explose, déchirant tous les orques à portée. Les orques restants sont choqués, mais Yurin n'en a pas encore fini avec eux. Yurin rappelle la balle et la relance. Cette fois, elle transperce les orques avant d'exploser et de les réduire en bouillie. Euron rappelle la balle à nouveau, et Ilya lui demande ce qu'il lance. Euron révèle que ça s'appelle l'explosion de fer noir. Euron sourit à Ilya, promettant de lui donner plus de détails sur l'arme plus tard. Avec les 2 attaques consécutives d'Euron, il a considérablement réduit le nombre d'orques. Ilya est motivée, et elle crie immédiatement à ses soldats, leur disant de passer à l'action. Elle leur fait savoir qu'ils peuvent gagner, et les exhorte à abattre le reste des orques. Ilya charge, et ses soldats emboîtent le pas. Ilya tranche la tête d'un ORC comme s'il s'agissait de papier de soie, et ses soldats suivent également son exemple. Un des orques réalise qu'ils ne font plus le poids face aux soldats et se retourne pour courir. Cependant, il se heurte à un mur de briques rouges. Le mur de briques rouges s'avère être un ORC rouge géant avec une aura terrifiante. L'ORC rouge saisit le soldat en fuite par la tête et l'écrase. Les soldats et le reste des orques présents sur les lieux se font presque pipi dessus à la vue du monstre terrifiant devant eux. L'ORC rouge est si grand que les orques verts normaux ressemblent à des cacahuètes comparés à lui. L'ORC rouge manie également une lame de la taille d'un bâtiment, mais Irène ne semble pas surpris car il s'attend déjà au légendaire guerrier ORC rouge, Karuda. Euron sait qu'ils sont tous condamnés à moins de tuer Karuda ce jour-là. Le guerrier ORC, Karuda, dégage une aura accablante avant de balancer sa grande épée pour éliminer la plupart des guerriers qui se tiennent près de lui. Il saute ensuite vers Ilya, et à cause de cette soudaine démonstration de force, Ilya se fiche de peur. Heureusement, Yurin arrive juste à temps pour la saisir et l'empêcher de mourir. Une fois en sécurité, elle se retourne et voit les corps de ses subordonnés joncher le sol, et elle est effondrée. Yurin se tourne vers l'ORC et tire l'explosion de fer noir. Karuda bloque facilement le tir, laissant une grosse explosion en plein sur son visage, mais il reste indemne. Au départ, Yurin est conscient du fait qu'un guerrier ORC a la peau très dure,
mais il ne savait pas qu'elle l'était à ce point. Ilya se ressaisit et hurle sur l'ORC avec rage. Elle dégaine son épée et active une technique dangereuse pour charger sur l'ORC. Ilya porte plusieurs coups mortels à l'ORC, ce qui pousse ses subordonnés à l'acclamer. Même Euron est impressionné, car c'est la première fois qu'il assiste à la compétence surpuissante d'Ilya, le trait de reine de l'épée. Cependant, Karuda inverse bientôt la situation lorsqu'il libère son aura, brisant l'esprit combatif d'Ilya. Propulsé par l'aura, l'ORC balance son épée sur elle, brisant son épée, mais elle parvient à s'échapper saine et sauve. Elle retourne auprès de son équipe et leur dit nerveusement que ça va paraître honteux, mais elle ne peut pas vaincre Karuda. Elle suggère qu'il fuit, mais Irene s'avance et, armé de l'un de ses poignards, active la technique du tir direct. Il lance le poignard sur Karuda à grande vitesse, mais à sa surprise, Karuda le dévie assez facilement. Soudain, Karuda sent quelque chose le frapper à l'épaule, et avant qu'il ne comprenne, une grande partie de son épaule gauche explose complètement. Réalisant que Karuda est confus, Irene se moque de lui avant de lui dire que le premier poignard qu'il a lancé était un faux. En gros, Karuda était tellement occupé à essayer de bloquer le premier qu'il n'a pas vu celui derrière. Yurin mentionne que la peau de Karuda est peut-être dure comme de l'acier, mais une partie de son corps semble vulnérable. Apparemment, sa technique a pu révéler tous les points faibles disponibles sur le corps de l'ORC, et Yurin n'a pas pu résister à l'envie de les tester. Karuda charge Yurin avec colère, mais il ondule et saute en arrière avant de lui lancer une nouvelle salve de poignards explosifs. Yurin se moque de Karuda, lui disant qu'il est peut-être énervé, mais qu'il n'a aucune chance de l'attraper facilement. Soudain, Karuda remarque un civil innocent derrière lui et se tourne immédiatement vers lui. Karuda se jette sur le civil, et Irene comprend qu'il doit sauver le pauvre type d'une manière ou d'une autre. Il active le trésor du petit dragon, qui est une compétence de boost. Il a versé toute la puissance intérieure qu'il pouvait dans la compétence, et il s'est transformé en flash juste pour atteindre le pauvre type avant que Karuda ne puisse l'ouvrir en deux avec son épée géante. Karuda rate légèrement le type et frappe le sol à la place, ce qui fait voler la terre en éclats. Ilya et les autres soldats sont choqués de voir comment Yurin a pu atteindre le pauvre type avant que l'ORC ne le frappe. Yurin est furieux contre Karuda pour ce qu'il a essayé de faire, et il décide de mettre fin au combat. Yurin libère l'une des 4 armes cachées surpuissantes du clan Tang des 4 cieux, le papillon fleur de sang. Il envoie les papillons vers Karuda, et ils semblent tous inoffensifs, même pour Ilya et les soldats. Avant que Karuda ne s'en rende compte, il est déjà submergé par les papillons, et soudain, les papillons explosent sur son corps. Karuda hurle de douleur tandis qu'Ilya regarde avec choc et horreur. Lorsque la fumée se dissipe, il y a un énorme trou au milieu de la poitrine de Karuda, et il s'écrase au sol. Les soldats se réjouissent d'avoir gagné, mais Ilya attire leur attention sur les petites frappes qui traînent encore dans le coin. Sans perdre de temps, Ilya et ses soldats se précipitent vers les orques pour en finir avec eux. Grâce à cela, Euron réussit à gagner sa première bataille. Yurin se précipite vers Ilya pour lui demander si elle va bien. Ilya répond qu'elle n'est pas blessée et admet qu'elle doit la vie à Yurin. Cependant, Yurin essaie d'être modeste, disant à Ilya qu'il est normal qu'ils s'entraident. Yurin décide ensuite de lui parler de ce qu'elle lui a demandé plus tôt. Il avoue qu'il n'utilise pas d'épée parce que son domaine d'expertise est les armes cachées. Ilya est choqué d'entendre cela, et elle demande à nouveau s'il veut dire des armes cachées comme des poignards, et il dit oui. De plus, la sphère explosive et le papillon sont tous des armes cachées. Ilya est finalement stupéfaite car elle n'a jamais su que les armes cachées étaient puissantes. Yurin comprend qu'il est assez difficile pour elle de l'accepter, car elle a passé toute sa vie à croire que l'épée est la meilleure arme qui soit. Cependant, Euron espère que sa démonstration de l'arme cachée changera sa perspective sur les choses. Un des soldats s'approche d'elle, lui disant qu'il a préparé une bourse magique à utiliser. Comme ils ne peuvent pas récupérer tous les cadavres en même temps, Ilya suggère qu'ils prennent au moins la tête du guerrier ORC. Elle coupe la tête de Karuta et la met dans la bourse magique pour la garder en sécurité. Comme il commence à se faire tard, Ilya suggère qu'il rentre à la maison. Juste au moment où il s'apprête à partir, Musk et un autre soldat se présentent. Ilya est choqué et lui demande où il était parce que la fusée de signalisation a été lancée il y a longtemps. Musk explique qu'ils sont allés trop loin et, avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se sont fait tendre une embuscade par des orques. Ils ont affirmé avoir été retardés pendant qu'ils se frayaient un chemin. Ilya croit leur histoire, mais est surprise qu'ils soient les seuls à revenir. Musk mentionne que les autres soldats ont été anéantis par les orques car ils étaient beaucoup plus forts que prévu. Ilya exige que Musk l'emmène là où sont les corps. Musk hésite, et il dit à Ilya qu'il est déjà trop tard, suggérant qu'ils aillent voir ça le lendemain. Ilya insiste qu'elle aimerait voir les corps à cet instant, et Musk s'approche d'elle en marmonnant des bêtises. Au moment où il s'approche suffisamment, il sort sa lame avec l'intention de la poignarder. Cependant, avant que sa main ne puisse atteindre Ilya, son bras s'envole. Il tombe de son cheval en se tordant de douleur, et Yurin lui dit qu'il savait déjà que c'était un putain de menteur. En gros, il a affirmé avoir combattu des orques, mais il n'y a pas une goutte de sang d'ORC vert sur son corps. Yurin a déjà compris qu'il était de mèche avec les orques, et Yurin le sait puisque c'est son histoire. Ilya descend de son cheval avec colère et dégaine son épée. Musk crie alors qu'Ilya marche vers lui car il sait ce qui va arriver.
Il essaie de se sortir de la situation en parlant doucement, mais Ilya s'en fiche alors qu'elle le réduit en pièces. Ilya ordonne ensuite à ses hommes de saisir le complice de Musk. Le type essaie de se défendre en disant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, mais personne ne s'en soucie. Le lendemain matin, Euron se réveille avec Girinox hurlant son nom comme s'il lui devait de l'argent. Girinox lui dit qu'il a dormi comme une bûche, et que c'est presque l'heure du déjeuner. De plus, Ilya est là pour le voir. Et juste à ce moment-là, Ilya entre dans la pièce, l'air magnifique et stupéfiant. Yurine souffre presque d'un gel du cerveau à cause de la femme immensément belle qui se tient devant lui. Yurine essaie encore de comprendre la beauté en face de lui quand Ilya lui dit qu'ils doivent aller chez elle. Apparemment, son père lui a dit de la mener. Sans hésitation, Irène dit à la dame qu'il va la suivre. Dans le roman original, c'est le protagoniste qui a sauvé Ilya et a fini par rencontrer son père, Raymond Marcus. Ilya sort ensuite de la pièce, disant à Irène de se préparer à la rencontrer dehors. Irène vérifie la fenêtre d'état et se rend compte que l'affection d'Ilya est passée à 45% juste parce qu'il l'a aidé une fois. Quelques instants plus tard, Irène sort de la pièce pour rencontrer Ilya, qui l'attend. Pendant ce temps, les civils à l'extérieur sont occupés à saluer Ilya comme la chevalier au sang de fer. C'est un titre noble qui lui est donné parce qu'elle n'a jamais reculé face aux guerriers ORC. Étonnamment, ils ont aussi un titre pour Euron, et c'est le magicien d'acier. Euron est choqué qu'il l'appelle le magicien d'acier, mais il se rend vite compte que les surnoms se sont répandus grâce aux témoignages des soldats survivants. C'était probablement parce qu'ils l'ont vu manipuler des sphères d'acier, et ils ont automatiquement cru qu'il était un magicien qui contrôlait l'acier. Juste à ce moment-là, Ilya appelle le nom d'Euron et le remercie encore une fois de lui avoir sauvé la vie, mais Irène lui dit nerveusement qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ilya mentionne qu'elle est allée dans la forêt plus tôt ce matin pour tenter de récupérer les corps. Elle avoue que la scène était horrible, et les corps mutilés des soldats étaient éparpillés partout. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle aurait été l'une des mortes si Yurine n'avait pas été là. Ilya assure ensuite à Yurine qu'elle va s'entraîner plus dur afin de devenir encore plus forte. Yurine n'est pas surpris par cela car il sait qu'Ilya est sur le point de devenir encore plus forte. Ils entrent dans la cour, et Ilya lui dit que le domaine Marcus n'est pas loin de là où ils sont actuellement. Apparemment, son père a convoqué les mages de la famille pour les amener au domaine. Les mages créent ensuite une porte dimensionnelle pour qu'ils l'utilisent. En un instant, Girinox, Ilya et Euron se retrouvent au domaine Marcus, qui est un cadre magnifique. Girinox est finalement époustouflé, ce qui l'oblige à demander à Euron si tous les nobles ont des maisons aussi belles et majestueuses. Euron, d'un autre côté, ne se soucie pas vraiment de tout cela car il pense déjà à la nourriture délicieuse qu'ils vont lui offrir. Il se souvient que le protagoniste original s'est vu offrir de la soupe Choran lorsqu'il a rencontré le marquis, mais il pense que son cas sera différent. Momentanément, Irène rejoint Ilya et Raymond dans la salle de réunion. Irène baisse la tête en signe de salutation, mais l'homme l'exhorte à ne pas être aussi formel. Il lui offre un siège et le remercie d'avoir sauvé sa fille. Comme d'habitude, Irène reste modeste, disant que c'était son plaisir de l'avoir fait. Peu de temps après, le repas est servi, et Irène ouvre la plaque avec enthousiasme. À sa plus grande surprise et déception, on lui sert la soupe spéciale d'encouragement de la famille. Raymond lui dit que c'est similaire à la soupe de la famille Rock, mais prétend que la leur est plus riche car elle contient une recette secrète. Raymond dit à Yurine que c'est une tradition pour eux de manger la soupe après une bataille, ce que sa propre famille pratique aussi. Yurine remercie l'homme pour le repas même s'il regrette secrètement toutes les décisions de sa vie. Yurine grignote la nourriture quand Raymond lui demande soudainement quand il compte épouser Ilya. La nourriture tombe presque de sa bouche quand il entend ça, le laissant se demander si l'homme le teste. Il vérifie les stats de l'homme et se rend compte que son niveau d'affection est en baisse. Cela dit essentiellement à Yaron que le type détestait tellement ses tripes auparavant, mais ça s'est légèrement amélioré parce qu'il a sauvé sa fille. Yaron a pensé à la meilleure réponse qu'il pouvait fournir, et il a dit à l'homme qu'il serait prêt à épouser Ilya immédiatement s'il en avait la chance. Ilya s'évanouit presque à cause de la rougeur excessive, et tout son visage devient rouge. Yurine poursuit ensuite en disant qu'il ne pourrait pas le faire car il n'est pas encore l'héritier de sa famille. De plus, il pense que son passé imprudent a rendu les choses vraiment difficiles pour lui. Yurine dit ensuite à l'homme qu'il veut d'abord changer la façon dont les gens le voient, et au moment où il deviendra l'héritier, il prendra Ilya comme sa femme. Raymond demande à Euron s'il pense avoir une chance car ses frères et sœurs sont dits être des génies. Euron répond subtilement qu'il croit pouvoir y arriver, et cela fait rire Raymond très fort tout en admettant qu'Euron a vraiment changé. Pour cette raison, il assure à Euron qu'il va le soutenir. Juste à ce moment-là, Raymond dit à Yurine que son père est déjà au courant de sa présence dans la région car quelqu'un a dû le lui dire par magie de communication. La peur saisit Yurine alors qu'il demande à Raymond ce que son père a dit. Raymond répond que son père l'a exhorté à le contacter plus tard en utilisant la magie de communication, et Raymond lui assure que quelqu'un lui montrera la chambre de communication après son repas. Yurine remercie le vieil homme pour l'hospitalité, et il se rend compte qu'il a pu faire bonne impression. Peu de temps après, Yurine se rend dans la chambre de communication pour se connecter avec son père. La première image de son père qu'il voit lui dit déjà qu'il a de gros problèmes. Après lui avoir crié dessus, son père lui demande s'il est blessé, mais il assure à son père qu'il ne l'est pas.
Son père lui demande ensuite s'il a vraiment sauvé Ilia des orques. Euron répond que c'était essentiellement de la chance, mais le vieil homme ne le croit pas. Il fait savoir à Euron qu'il lui racontera toute l'histoire à son retour à la maison. Il exige de savoir quand il revient, et Euron dit qu'il sera de retour après-demain. Juste à ce moment-là, l'homme lui dit d'amener ses frères avec lui quand il rentrera à la maison, et cela le choque jusqu'à la moelle. Après l'appel, Irène rencontre Raymond pour lui dire qu'il ne pourra pas rester longtemps car son père lui a confié une tâche. Raymond est déçu, mais il assure à Urine qu'il va lui fournir la magie de distorsion. Cependant, Urin refuse l'offre même si c'est une bonne affaire. Urin mentionne qu'il est en pleine formation et qu'il n'a pas besoin de se téléporter pour se déplacer. Cela épate Raymond, et il en conclut que Urin est vraiment devenu une personne différente. Il dit ensuite à Urin qu'il aimerait voir à quel point il peut devenir plus fort. Urin remarque qu'Ilia sourit, ce qui signifie qu'elle approuve sa dernière réponse. À l'insu d'Ilia et de son père, Euron a une autre raison pour laquelle il ne veut pas utiliser la magie de distorsion. Alors qu'ils quittent le château, Giranok remarque qu'ils vont dans la direction opposée à celle où ils sont censés aller, et Euron mentionne qu'il y a un endroit où il doit s'arrêter en premier. Il pointe du doigt la grande montagne au loin, qui abrite un dragon. Gironox affirme qu'il connaît bien l'antre car il y est allé avant d'ouvrir sa forge. Gironox lui demande ensuite s'il y va pour faire un vœu, mais Euron répond non, révélant qu'il y va pour réclamer un trésor. Apparemment, il y a un trésor là-bas que lui seul connaît, mais le protagoniste était censé le trouver plus tard. La grotte est nommée Dragon S-Lair parce qu'on disait qu'elle abritait des dragons dans les temps anciens. Sur le chemin de l'antre, Irène remarque qu'il y a plusieurs personnes qui s'y rendent déjà pour prier, même s'il est encore matin. Alors qu'ils approchent de la montagne, Euron dit à Gironax qu'ils font le tour de la montagne, et quand ils atteignent l'arrière, Gironax ne voit rien, ce qui le fait douter de la santé mentale d'Euron. Cependant, Euron a déjà repéré la poignée d'entrée qu'il a installée. La poignée d'entrée ressemble à celle d'une portière de voiture, et Urin s'assure qu'il n'y a personne autour avant de faire son geste. Tout comme pour ouvrir une voiture, il tire sur la pierre, ce qui crée une ouverture. Urinok est totalement époustouflé quand il voit ça. Et avant qu'ils ne se perdent totalement, Iran suggère qu'ils entrent. En entrant, Iranok est stupéfait de voir à quel point l'intérieur de la grotte est gracieux. Juste à ce moment-là, il aperçoit une pierre précieuse. Mais avant qu'il ne puisse l'attraper avec empressement, Iran l'arrête, lui disant qu'il ne fera que déclencher un piège en la touchant. Kuronox est curieux de savoir quel type de piège sera activé, et Irène dit que toute la zone se transformera en une mer de feu, ce qui finira par les rôtir vivants. Irène mentionne qu'il y a beaucoup d'autres pièges dans la grotte, il suggère donc qu'il reste près de lui. Peu de temps après, ils arrivent dans une pièce particulière, mais elle semble vide à Girinox, à part un hôtel qui s'y trouve. Euron explique alors à Girinox que le faux repère du dragon se termine là où il se trouve. En gros, il y a des gens qui se tiennent de l'autre côté et qui prient le duo. Euron suggère ensuite qu'il jette un coup d'œil au trésor, mais Juranox est confus par ce qu'il veut dire. Juranox est toujours confus par tout cela, et Euron l'encourage à tirer la poignée sous l'autel. Juranox le fait, et le couvercle de l'autel tombe, révélant les pièces d'or qui se trouvent à l'intérieur. Alors que Juranox se concentre sur les pièces d'or, Urin s'intéresse davantage à autre chose. Urin ramasse une boîte noire, connue sous le nom de Jade du guerrier, et elle a un effet de renaissance. Euron considère qu'il s'agit d'un élément très important pour qu'il devienne plus fort. Euron dit ensuite à Guranax de mettre les pièces d'or dans la poche magique, et une fois qu'ils ont terminé, ils reviennent à l'air libre. Guranax demande à Euron où ils se dirigent, et Euron répond qu'ils vont à la tour de magie d'Aza afin de pouvoir se téléporter à partir de là. Soudain, Irène remarque une étrange femme debout devant eux, et de l'étrangère émane une pression terrible et effrayante. Irène utilise son œil du créateur pour scanner la femme. Et au moment où il sait qui elle est, la peur paralyse Irène parce qu'elle n'est pas censée apparaître avant plus tard dans le roman. Alors qu'il passe devant la femme, Duranox remarque l'étrangeté du comportement de Urin. Au fond de lui, Urin panique parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance contre la femme dans son état actuel. Sans réfléchir à deux fois, il comprend qu'il doit quitter la zone aussi vite qu'il le peut. Euron exhorte Duranox à venir avec lui car ils doivent quitter la zone rapidement. Plus tard, Euron est assis seul dans sa chambre et réfléchit à ce qu'il a rencontré plus tôt. Puisqu'elle est censée apparaître plus tard, il lui vient à l'esprit que la femme était peut-être en route pour récupérer le trésor elle aussi. Irène se rend compte qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui a changé. Sans perdre une seconde de plus, Irène saisit l'objet et le consomme. Son corps commence à réagir, donnant l'impression que son corps est en feu. Il commence immédiatement à méditer afin de faire circuler son QI. Une fois qu'il a fini de faire circuler le QI, il reçoit la notification qu'il est devenu un corps martial céleste. Irène est heureux d'entendre cela, car un corps martial céleste apparaît souvent comme la constitution physique ultime lorsqu'on parle de romans d'arts martiaux. Il peut pratiquement reproduire n'importe quel mouvement, qu'il s'agisse d'une épée ou d'un poing. Or on peut déjà voir la différence parce que son corps est aussi léger qu'une plume. Juste à ce moment-là, Girinox entre dans la pièce avec l'intention de lui poser des questions sur la nourriture, mais il se rend soudain compte qu'il est devenu beaucoup plus grand. Urine répond nerveusement que Girinox a des visions, mais Girinox dit que non, car il est forgeron et peut mesurer avec ses yeux seuls.
Il fait savoir à Urin qu'il mesurait 178 cm auparavant, mais qu'il est soudainement passé à 182 cm. Euron est totalement époustouflé par la déduction de Girinox parce qu'il n'a absolument pas tort. Plus tard dans la journée, les deux se rendent à la tour de magie dans le but d'utiliser la distorsion. Le mage leur demande où ils se dirigent, et Euron répond qu'ils vont dans la capitale, laissant Girinox sous le choc. Le mage est également choqué, et il révèle que les voyages vers la capitale sont actuellement restreints en raison des menaces potentielles qui pèsent sur la famille royale. Cependant, cela n'est valable que pour les citoyens ordinaires sans statut spécial. Réalisant qu'il n'a pas le choix, Euron est obligé de révéler sa véritable identité et de dire également aux deux que Girinox est son forgeron personnel. Au moment où il mentionne son nom, l'atmosphère change, et les mages commencent à l'appeler le magicien de l'acier. Ils commencent à lui demander s'il est vrai qu'il peut lancer des boules de fer à l'infini sur ses cibles et plusieurs autres questions comme la formule de l'arme. Soudain, le chef du conseil de la tour se présente dans la pièce et fracasse son bâton sur le sol pour attirer l'attention de tout le monde. Il s'excuse pour l'impolitesse de son disciple et se présente sous le nom d'Ubion. Euron se souvient d'Ubion parce qu'il était l'archimage, et il n'a été ajouté à l'histoire que pour le plaisir. À l'extérieur, il n'est rien de plus qu'un gentil grand-père, mais au fond, c'est un serial Terminator. Ubion est totalement époustouflé par la façon dont il court vers des personnages effrayants les uns après les autres. Ubion dit ensuite à Ubion qu'il sera celui qui le téléportera dans la capitale. Avant de renvoyer Euron, il lui dit qu'il a le sentiment qu'ils vont se revoir. Ubion active alors la chambre, et Euron et Uronox se retrouvent instantanément dans la capitale. Uronox est stupéfait de voir à quel point la capitale est impressionnante, car tout le monde a l'air cher. Momentanément, ils arrivent à l'Académie royale des chevaliers. Le garde demande à Euron ce qu'il veut, et il dit au type qu'il est là pour demander une visite. Le garde exige de savoir qui il est venu voir, et Euron se présente, disant qu'il est là pour voir son jeune frère, Colin Rox. Au moment où il a mentionné son nom, un beau type aux cheveux argentés apparaît dans le coin et lui demande s'il est le même type qui a vaincu l'ORC. Urin n'arrive pas à croire que la nouvelle de ses exploits et de ses réalisations s'est déjà répandue dans la capitale. Le type en conclut automatiquement que Urin est une personne forte. Urin se demande pourquoi le type lui parle si négligemment, et il se présente finalement comme Carrick Elion qui est le deuxième fils du duc d'Elion. Apparemment, il est l'ami de Colin, et il promet d'emmener Urin à Colin. Même s'il a l'air louche, Urin ne voit pas d'inconvénient à le suivre. Il dit à Gurinox de rester en arrière pendant qu'il regarde ce que Carrick lui réserve. Alors qu'ils avancent, Carrick mentionne à quel point il est surpris par les pieds de Urin parce que personne ne le connaît vraiment. Carrick demande à Urin s'il est un utilisateur de magie, mais Urin répond que non. En entendant cela, Karak sourit, mais ils continuent leur promenade. Quelques instants plus tard, ils arrivent au terrain d'entraînement, et ils demandent aux autres élèves s'ils ont vu Colin. Les élèves sont surpris car c'est lui qui l'a emmené chez le professeur il n'y a pas si longtemps. Urin est surpris par cela. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Caro le présente au reste des élèves, en leur disant que Urin est celui qui a aidé à vaincre l'ORC. Il continue en disant que Urin n'est pas un mage, mais un guerrier ordinaire comme eux. Carrick prend Urin au dépourvu et exige qu'il leur montre certaines de ses compétences. Urin réalise enfin quel était son plan, et puisqu'il l'a pris au dépourvu, il se rend compte qu'il n'a pas vraiment le choix. Carrick le met aux prises avec un type, Melray, dont il prétend qu'il est moyen parmi eux. Urin prend une épée en bois en préparation du combat, mais Carrick est surpris car on dit que Urin utilise des poignards. Urin lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ils ne sont pas engagés dans un vrai combat. Carrick est stupéfait car il a entendu dire que Urin ne sait pas manier une épée. Il exhorte Urin à faire de son mieux contre le type, et Urin espère le faire pour pouvoir changer leur mentalité de nobles pourris. Il prévoit d'utiliser le corps du maréchal Céleste pour voir comment il fonctionne. Une fois la bataille commencée, Melray dit à Urin qu'il est libre de faire le premier pas. Euron accepte l'offre et lève son épée sur lui. Il le frappe avec désinvolture, mais Melroy ne parvient pas à le bloquer, et il finit par être frappé si fort qu'il s'écrase au sol. Cela choque tout le monde dans la pièce, et Carrick croit que Melroy a baissé sa garde. Carrick s'excuse pour le retard et suggère qu'il fasse un autre tour. Il fait appel à un autre type, Mula, qui est plus fort que la plupart. Les amis de Mula lui disent de ne pas sous-estimer Urin parce qu'il a vu ce qu'il vient de faire à Melroy. Mula sourit, disant qu'il est évidemment meilleur que Melray. La bataille commence, et Mula fait le premier pas en se précipitant vers Urin à grande vitesse. Cependant, tout ce que Urin voit, c'est un type l'en venir vers lui, et il attribue cela à la puissance du corps martial céleste. En raison de la facilité avec laquelle les choses semblent se dérouler, Irène balance à nouveau son épée avec désinvolture. Tout comme avant, le résultat reste le même, et il assomme Mula. Ses amis sont complètement époustouflés une fois de plus. Irène se rend compte que le corps martial céleste a augmenté sa force, sa vitesse et même ses réflexes bien au-delà d'une personne ordinaire. Urin se moque d'eux, demandant si tout ce que produit l'Académie de chevalerie est un tas de faibles. Carrick est enragé, mais il parvient à se contrôler pour exiger un match de plus. Cette fois-ci, il dit à Urin qu'il va être son adversaire car il est le plus fort du groupe. Urin n'hésite pas avant d'accepter son défi. Et une fois la bataille commencée, Carrick active sa technique,
ce qui le rend super rapide. Même Yurin admet qu'il est rapide car cela donne l'impression qu'il se bat contre de nombreux adversaires à la fois. Cependant, même avec sa rapidité, l'essence accrue que produit le corps martial céleste lui permettent d'esquiver facilement l'attaque de Karik. Karik ayant raté sa cible, cela le laisse assez ouvert, et Yurin le frappe facilement sur la tête avec l'épée en bois pour le faire tomber également. Les élèves sont stupéfaits quand ils voient cela car il est impossible que Karik ait perdu contre Yurin. Juste à ce moment-là, un type aux cheveux blonds entre dans la pièce, exprimant son choc face à ce qu'il vient de regarder. Yurin ne comprend pas qui il est, mais il ne sait pas qu'il n'est autre que son jeune frère, Colin Rox, qui est un génie de l'épée. Les élèves disent également à Colin que Yurin est dans la pièce, mais il est totalement déconcerté car il ne peut pas voir son frère, qui se tient évidemment juste devant lui. Il ne veut pas croire que le type musclé qui se tient en sa présence est Yurin. Il se souvient que son frère était gros, pas le type musclé et en forme qu'il regarde. Colin commence à demander ce qui s'est passé, et Yurin lui dit simplement qu'il a juste perdu du poids. Colin mentionne ensuite que la seule chose qu'il a perdu n'est pas du poids car il a même l'air plus grand. Yurin mentionne avec désinvolture que perdre du poids l'a fait grandir aussi. Colin est surpris de voir des élèves allongés à plat sur le sol, et il exige de savoir ce qui s'est passé. Ses collègues lui racontent ensuite discrètement toute la scène, le rendant encore plus choqué qu'avant. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que la rumeur selon laquelle Yurin a vaincu un guerrier ORC est vraie. Yurin lui assure que les rumeurs sont vraies à 100%. Colin refuse de le croire, disant qu'il est impossible que Yurin soit devenu aussi fort. Yurin demande à Colin s'il essaie vraiment de provoquer une scène, mais Colin répond qu'il n'a jamais considéré Yurin comme son frère. Colin mentionne qu'il n'a rien pour lui à part le fait qu'il est né 2 ans plus tôt. En raison de sa grossièreté, Yurin lui dit qu'il va lui montrer pourquoi il est l'aîné. Yurin dit à Colin de s'en prendre à lui, et Colin accepte volontiers l'invitation. Cependant, Yurin suggère qu'il fasse un pari, et c'est le fait que le perdant accordera au gagnant un souhait. Colin accepte cela, menaçant de faire ramper Yurin sous lui une fois qu'il aura gagné. Juste au moment où le combat est sur le point de commencer, ses amis lui chuchotent à l'oreille, et Yurin croit qu'ils lui disent comment il a réussi à assommer les autres élèves. Une fois le combat commencé, Colin se donne à fond dès le début et libère tout ce qu'il a en lui. Irène consulte la fenêtre de statistiques et se rend compte que son frère le déteste vraiment. De plus, il a l'air plutôt fort car il est l'empereur de l'épée qui est né avec un don inné pour l'épée. Yurin se rend compte qu'il est confiant car il n'a jamais perdu contre personne de sa tranche d'âge auparavant. Cependant, peu importe la vitesse à laquelle Colin semble être, Yurin ne se voit pas perdre contre lui. Colin se précipite vers lui, mais il esquive facilement et frappe Colin au genou. Yurin a conclu qu'il ne termine pas le combat d'un seul coup comme il l'a fait auparavant. Yurin continue avec une frappe à la main car il cherche à le battre assez lentement. 10 minutes plus tard, Yurin est toujours en train d'enseigner à Colin qui est le patron. Yurin a ravagé le corps de Colin avec l'épée en bois, laissant tous ceux qui regardent totalement horrifiés. Colin est rapidement tombé au sol en larmes, suppliant Yurin d'arrêter car il ne pouvait plus supporter les coups. Yurin lui fait peur une fois de plus en levant son épée sur lui rappelant que la prochaine fois qu'il lui manquera de respect, il subira plus de conséquences que celles qu'il vient de subir. Sans hésitation, Colin accepte cela avec les larmes aux yeux. Irène révèle enfin à Colin son souhait, et c'est le fait qu'il veut qu'il commence à l'appeler grand frère chaque fois qu'il est près de lui. Colin est choqué d'entendre cela. Et au moment où Irène soupçonne qu'il est choqué, il lève à nouveau son épée sur lui, mais il se conforme rapidement à l'instruction. Après la bataille, Euron dit à Colin qu'ils vont faire un voyage dans l'Empire où se trouve leur 3e frère, Lan. Momentanément, ils arrivent à la capitale impériale, et l'esprit de Giranok est époustouflé chaque fois qu'ils utilisent la tour de magie. Euron mentionne ensuite qu'il y a une tour de magie dans chaque nation, et qu'elles sont toutes des terrains neutres. Quelques instants plus tard, ils arrivent à ce qui semble être l'Académie des Chevaliers Impériaux, un bâtiment vraiment impressionnant. Euron dit alors nerveusement à Colin d'entrer dans l'académie pour en faire sortir Léon. Colin n'a pas d'autre choix que d'accepter et doit même traiter Euron de grand frère avant de poursuivre sa mission. Peu de temps après, Colin revient avec leur frère, Lorne. Euron est impressionné par la taille de Lorne, mais Lorne est plus surpris par l'aura d'Euron. Yurin dit alors à Colin qu'il a fait du bon travail. Et comme prévu, Colin parle de Yurin comme son grand frère. Lorne s'approche de Yurin en disant qu'il a entendu des bribes de son histoire grâce à Colin, et Yurin dit qu'il est soulagé, mais lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Soudain, Lorne mentionne qu'il y a un problème, et c'est le fait que la capitale impériale est actuellement en confinement. Apparemment, on peut entrer, mais on ne peut pas sortir car plus tôt ce matin, le prince héritier impérial a été envoyé dans l'eau de la part des assassins. Cela laisse Euron à la fois choqué et piégé car il sait ce qui va arriver. Euron essaie de se creuser la tête, mais ne se souvient d'aucune partie où le prince est mort. Lorne explique que le prince héritier a été assassiné à l'aube, et Euron comprend pourquoi il y avait des soldats partout quand il arrivait à l'académie. Euron s'interroge sur la possibilité de cela et qui aurait bien pu faire ça en premier lieu. Lorne raconte qu'il a entendu des rumeurs sur la fiancée du prince héritier, une princesse d'un autre royaume. Il s'est avéré que le prince l'a invité à sa séance d'entraînement pour lui montrer à quel point il était compétent. Une fois qu'il a fini de montrer son talent à la princesse, il marche vers elle, mais soudain, une pointe de pierre émerge du sol,
empalant le prince et l'envoyant finalement dans l'au-delà. Colin entend cela et mentionne que c'est un acte de sorcellerie. Apparemment, il est même interdit d'utiliser la magie dans le palais royal, et Léon dit que c'est pour savoir comment cela s'est passé que les maîtres de la tour des mages ont tous été convoqués au palais. Ce n'est que le chaos dans la capitale, et Hurin s'y est retrouvé. Colin est extrêmement choqué que le prince héritier soit mort dans son propre palais, et pour empirer les choses, c'était devant sa fiancée. Quand Hurin a appris que c'était une pointe de pierre, il a rapidement compris qu'il avait fait. En gros, le groupe derrière cela va bientôt se déchaîner sur le continent en utilisant l'assassinat du prince comme tremplin. Cependant, Yaron se demande pourquoi cela se passe si tôt car c'est censé se produire au milieu de l'histoire. Il commence à se demander si l'intrigue a été tordue et avancée, mais cela le laisse effrayé car lui et le protagoniste ont encore besoin de plus de temps pour exploiter réellement leur potentiel. Néanmoins, il pense que l'obtention du corps martial céleste va être utile. Euron demande alors à ses frères où ils peuvent trouver la meilleure auberge de la capitale. Loan mentionne la larme de dragon et la foi du géant, et Hurin opte pour la larme de dragon. Hurin dit à ses subordonnés de l'attendre à l'auberge pendant qu'il essaie de trouver un moyen de les faire sortir de la capitale. Loan demande à Hurin où il se dirige, et il révèle qu'il part retrouver un vieil ami. Ses frères sont choqués d'entendre cela, et ils demandent quand Hurin a commencé à avoir des amis dans la capitale. Quelques instants plus tard, Hurin est arrivé à Flamberg, un bar qui n'est ouvert qu'aux membres nobles. Hurin se cache quelque part pour porter la tenue qu'il avait préparée plus tôt, et une fois qu'il a terminé, il invoque Agnès. Il dit à Agnès de l'aider à déguiser son visage, et Agnès est surprise qu'Euron sache qu'elle peut faire quelque chose comme ça. Euron sourit nerveusement, disant que ce n'était qu'une intuition. Agnès est choquée, mais avant de commencer à le forer, elle lui demande à qui il veut ressembler. Irène regarde autour de lui, et il aperçoit un noble qui quitte le bar. Il dit à Agnès de lui faire ressembler au noble, et Agnès se met au travail. Elle se transforme en sa forme liquide et recouvre le visage d'Irène pour le transformer en la cible souhaitée. Le garde est choqué de revoir le noble baron Véré. Hurin, maintenant sous l'apparence de Véré, joue le jeu, disant qu'il avait l'intention de partir, mais qu'il a soudainement eu envie de boire à nouveau. Le garde le croit et l'exhorte à ne pas trop boire. Hurin se dirige vers le bar, et le serveur exprime également son choc de revoir Vera. Hurin essaie d'agir cool en disant au serveur de lui donner la même boisson qu'il prenait avant. Une fois que le serveur le croit, Hurin se rend compte que son infiltration est déjà réussie. Il concentre ensuite son énergie sur sa super ouïe pour entendre ce dont les gens du bar parlent. Les premières minutes ne sont que des divagations et des plaintes sans rien d'utile qu'il puisse utiliser. Juste à ce moment-là, Hurin entend une fille ivre parler de la façon dont elle a tué son amant, et cela attire immédiatement son attention. Le serveur réconforte la dame, lui disant qu'elle va trouver quelqu'un de mieux. Hurin essaie alors un message télépathique avec la fille. Il entre dans sa tête, lui demandant si elle s'est amusée avec le prince héritier. La fille panique quand elle entend cela, et elle hurle à plein poumon. Cela déclenche une onde de choc massive qui secoue le bâtiment jusqu'à ses fondations, et il commence à s'effondrer. Le bâtiment s'effondre et la fille montre enfin sa vraie nature, l'air dangereuse avec une puissance écrasante. Hurin utilise la fenêtre d'état, et c'est alors qu'il réalise que la fille est l'un des 7 péchés, l'envie. Pour empirer les choses, elle est plus forte que Hurin ne l'avait imaginé. La peur paralyse Hurin alors qu'il commence à douter de sa capacité face à une puissance plus terrifiante.